voilà, je n'aille plus sur le panel, que je puisse rester là, développer des thématiques avec vous. Donc, ce soir-là, j'ai décidé de commencer par notre histoire, pour qu'on l'intègre, pour que les enfants qui sont sur les réseaux là puissent comprendre notre histoire, puissent se l'approprier. Voilà, pour dire pourquoi il y a telle situation. Mais pourquoi eux, ils sont noirs, pourquoi nous, on est blancs? Oui, il y a des Libanais qui sont arrivés hier. Il y a des Libanais qui sont arrivés avant-hier. Mais il y a des Libanais qui sont arrivés il y a très longtemps dans ce pays et qui font partie de l'histoire de ce pays. Pierre Fakouri, l'hôtel Ivoire que vous voyez là, où on est fier, comment on appelle, la tour F que vous voyez là, les tours jumelles ou les globes ministériels que vous voyez là, c'est Pierre Fakouri. C'est Pierre Fakouri, c'est un Libanais. C'est un Libanais. Mais ce n'est pas un Libanais qui est arrivé hier matin. Ce n'est pas un Libanais qui est arrivé hier matin. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est important qu'on rappelle les faits. Parce que souvent, on entend les gens dire des choses, ça peut choquer, ça peut toucher à la sensibilité des gens, ça peut rabaisser les gens, ça peut humilier les gens. Donc, c'est important qu'on restitue. Et à partir de ce moment, il appartient à chacun de tirer des conclusions. Mesdames et messieurs. Donc, j'essaie de jouer ma part. Donc, voilà un peu l'histoire. Le président Alassane Ouattara est au FMI. Et il y a un vent nouveau qui souffle à l'intérieur du PDCI. Et ce vent nouveau était un esprit. OK? Comme le président Henri Konan Bédia a dit que son thème a été galvaudé, a été tiré de son contexte, mais ça fait des émules, ça fait des mécontents dans ce pays. Ça fait des dialyses, ça fait des dégâts et ça a déstructuré la nation ivoirienne. Ça, c'est des faits. Voilà, je respecte la volonté du président Bédier, mais le PDCI à l'époque a utilisé des pratiques. Et puis, à quel moment nous on prend fait et cause pour Alassane Ouattara? Alors, qu'on ne connaissait ni d'Adam ni de Ève, à quel moment? Je suis légitime d'en parler. Parce que ça a été ma vie. C'est pourquoi j'ai dit, moi, je ne peux pas courir derrière quelqu'un. Tout ce que Dieu fait dans la vie, là, c'est bon. Non, non, si, c'est pas grave. Tout ce que Dieu fait est bon. Mesdames et messieurs. À quel moment on prend fait et cause pour lui? On était là-haut. On n'a pas étudié à la Harvard, on n'a pas fait école polytechnique, mais c'est le terrain politiquement qui nous a formés. Mais tout le monde en a souffert. Étincelle de ça, là. C'est-à-dire, c'est que le président Ouattara est au forum de la réconciliation, il a tenu un discours. Il a dit, je suis victime, mais à travers moi, des millions de nos compatriotes sont victimes. Et ça, c'est un fait. Et c'est pourquoi souvent, quand je suis des panels avec certains de nos frères Gore qui tendent à minimiser notre souffrance, ce que nous avons vécu, je trouve ça inacceptable. C'est pourquoi il ne peut pas m'asseoir. Je dis, si les autres sont victimes aussi de justice, là, je vais dire qu'ils sont victimes de justice. Hein. Si tu veux, tu ne me parles plus. Mais moi, je vais dire. Parce que pour construire une société solide, une société solidaire, il faut que ça soit basé sur la justice sociale. C'est important. Le respect de la différence et le respect du droit de chacun. Parce que pour nous, Alassane Ouattara, là, n'était pas seulement un leader, mais c'était un espoir. Donc, on l'appelait l'espoir du peuple. Et le slogan du RDR, on parlera de l'histoire du RDR tout à l'heure, c'était le vivre ensemble. C'est-à-dire le programme du RDR, c'est le vivre ensemble. Le programme du président Alassane Ouattara, là, il dit le vivre ensemble. Le vivre ensemble veut dire quoi? Le respect de la différence. Tu es Libanais, je te respecte en tant que Libanais. Je ne dois pas te vexer, je ne dois pas te stigmatiser, je ne dois pas t'insulter, je ne dois pas te rabaisser parce que tu es Libanais. Ça c'est le principe du vivre ensemble. Parce que j'ai vu un fait grave, un militant du RDP qui va s'arrêter devant l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui se filme et qui stigmatise une partie de la population sur la base de leur origine. J'ai trouvé ça grave. Et puis il n'y a personne qui dénonce ça. Donc j'ai trouvé nécessaire de faire ce rappel. Donc le président Ouattara au FMI. Et puis on apprend qu'il a des ambitions. Et à l'intérieur du RDR et du PDCI, il y a un courant qui se met en gestation et qui choisit Alassane Ouattara comme étant leur repère, comme étant leur leader. Bon, à la tête, Jenny Kobina, à qui ils ont refusé la parole au cours d'un congrès du PDCI. Et ensuite, il sera traité d'être Ghanéen, un ancien ministre de la République de Côte d'Ivoire. Il sera traité comme un Ghanéen, exclu du débat politique. Et qui va être la conséquence de la création du RDR. Et donc, tous les cadres du Nord, ça, il ne faut pas avoir peur de le dire,
se sont sentis touchés. Parce que déjà, à l'intérieur du PDC, les gens avaient commencé à traiter le président Alassane Ouattara, même du vivant du président Houphouët-Boigny, d'être un étranger. Mais le président Houphouët, en diplomate pour esquiver la question, va dire ceci, que je vous présente un compatriote, Alassane Ouattara. Il est de la grande métropole de Congo. Parce que Congo, là, quand Houphouët-Boigny utilise le nom métropole, il ne l'utilise pas au hasard. Il n'utilise pas le nom métropole au hasard. C'est un thème juridique. C'est même un thème administratif. Parce qu'au moment où on parlait de Congo, là, il n'y avait pas de Côte d'Ivoire en tant que république. Et quand on remonte les faits, les signatures, Kramoko Ouattara, les colons, les rencontres, ça c'est des faits historiques. Mais Congo là, était une métropole. Parce qu'il y avait un accord entre Congo et la colonie française, entre le colonisateur. Ça c'est des faits historiques. Donc il vient de Congo, de la métropole de Congo, de l'ancienne métropole de Congo. Parce qu'à partir du moment où Congo est partie intégrante de la Côte d'Ivoire, alors Congo devient une ancienne métropole. Donc, ça c'est des faits. Mais il dit que ce sont les gens de l'opposition qui parlent d'étrangers. Ok? Donc après, on découvrira que sa maman vient du Congo, de Bénin. C'est des choses que nous, on ne savait pas. On dira qu'il vient du Congo. Nous, on ne le sait pas. Il faut informer la Côte d'Ivoire. Donc, quand, à un moment donné, le président Bédié fait un livre qu'on appelle Les chemins de ma vie. Dans ce livre-là, il traite Alassane Ouattara d'être burkinabé. Ça aide là. Donc, nous, on se pose la question, on dit, mais comment quelqu'un qui a été... C'est Houphouët qui est le premier président de la Côte d'Ivoire. Donc, Houphouët ne fait pas la différence entre un Ivoirien et un étranger. Mais comment Houphouët a-t-il pu choisir un étranger pour être premier ministre de Côte d'Ivoire? Comment a-t-il pu choisir un étranger pour être gouverneur de la BCEAO? Donc, le débat s'est engagé. Mais il y a eu les conséquences, il y a eu les effets collatéraux de ce débat qui ont touché chacun d'entre nous. Des messages clairs nous sont donnés. Un jour, nous, on allait à Boaké. J'étais avec un ami. Il y avait une voiture que je vendais, la 505 là. C'est les douaniers qui aimaient beaucoup cette marque de voiture. On allait voir un officier supérieur de la douane. Il voulait acheter la voiture et il a dit... Mais tourne un peu le micro. Tourne un peu le micro. Ok. Est-ce que vous comprenez? Quel micro? Non, si je n'ai pas fini, je ne pourrais pas donner la parole. Il faut que vraiment je finisse. Voilà. Désolé. Est-ce que vous comprenez? Donc, le monsieur nous dit, mais cette voiture, c'est à qui? Je dis, c'est à moi. Et c'est là, il dit, mais ah, petit Djoula. Il dit, mais ils sont comment c'est des gruyères. Il ajoute ceci, il dit, mais là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est votre affaire de pouvoir, là. C'est votre affaire de politique, là. Parce que le président Houphouët-Boigny a partagé l'héritage de ce pays. Il vous a donné de l'économie, et le pouvoir, c'est pour nous, les gens du Sud. Voilà ce que le monsieur nous a dit. Donc nous, on s'est regardé, et on a trouvé ça un peu incongru dans une république. On a trouvé ça incompréhensible. Et on a vu que cet esprit aussi se développait, où les gens, dans leur logique, disent que, voilà, un Djoula, un Maléké, un Nordide ne doit pas être président de la Côte d'Ivoire. On peut être premier ministre, on peut être ceci, on peut être cela. Moi-même. Pourquoi j'ai pris l'exemple sur moi? Moi, la mère j'avais une copine. Voilà, elle n'aimait pas Alassane du tout. Elle haïssait Alassane. Ça, elle ne l'aimait pas. Mais moi, elle m'aimait. Donc, un jour, je lui ai dit, mais toi, Alassane, t'as fait quoi? Elle dit non, que quand Alassane était Premier ministre, qu'il a rendu férié la fête de Mahomet. Voilà, j'emploie ce thème, quoi. Il a rendu férié la fête de Mahomet. Je dis, mais comment? Je dis, mais où est le problème? Non, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays des musulmans. Bon, c'est une religion qui nous a été rapportée. Donc, il y a un esprit, et cet esprit a déstructuré, a divisé profondément la nation ivoirienne. Donc, ceux qui ne faisaient pas de politique ont commencé à s'intéresser à la politique. Et donc, Jenny Kobena sort du PDCI avec les cadres, majoritairement du Nord. Le RDA est créé et le RDA a jeté son dévolu sur le directeur général adjoint du Fonds monétaire international, qui est né d'autres personnes que Alassane Ouattara. Voici les faits. Donc, il y a une bataille qui va s'engager. Voilà, et c'est un combat politique qui a eu des conséquences, voilà, qui a eu des conséquences extrêmement dramatiques dans la société ivoirienne. Ça a déstructuré la nation ivoirienne et ça, ce n'est pas un débat. C'est pas un débat. Donc, quand on dit que Alassane Ouattara fait partie des problèmes de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un débat. Quand on dit Henri Konan Bédié fait partie des problèmes de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un débat. Quand on dit que le président Gbagbo Laurent, alors là, lui, il fait partie des problèmes de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un débat. Maintenant, la génération a mené un combat par procuration. Donc, j'ai voulu pour dire ceci. Mais
Et puis, après, Jenny décède, et puis tout ce que vous savez. Jusqu'à l'arrestation de toute la direction du RDA. Ils sont tous envoyés en prison. Voilà. Ça, aujourd'hui, ça, je vous le dis, ça s'est passé. Même la vieille Henriette Dagri Diabaté, là, ils l'ont siri. Ils l'ont envoyé en prison. Amadou Gon, monsieur, fermez votre micro. Je n'arrive pas à fermer. Voilà, sinon, ils seront obligés de vous faire descendre. Voilà, merci. Est-ce que vous comprenez? Donc, Henriette Dagri Diabaté, tout le monde a arrêté. C'était en décembre 1999. Et l'objectif, c'est qu'ils ont été arrêtés parce qu'ils ont ils ont estimé que la RTI, qui est une télévision nationale, n'était pas libre. C'est-à-dire, le FPI faisait, le PDCI faisait et effectivement, il n'y avait que PDCI partout. PDCI ici, PDCI à gauche. Aucun autre parti politique n'avait accès aux antennes de la télévision qu'on appelait la RTI. Ça, c'est des faits historiques. Donc, le RDA a estimé que ce n'était pas juste. Donc, ils ont organisé une marche qui était censée être aussi une marche interdite. Le RDA a décidé quand même de marcher. Toute la direction a été arrêtée. Tous les Kafana. Kafana même est resté en prison et puis il était candidat à la mairie de Yopougon. Voilà, le RDA a laissé Kafana en prison. Ils l'ont présenté comme candidat à la mairie de Yopougon. Donc, ça, c'est des faits. Et puis, c'est dans cette dynamique-là qu'un mandat d'arrêt international a été lancé contre le président Alassane Ouattara pour faux et usage du faux en écriture publique. Voilà, et les papiers qu'il a, c'est le faux document. Et c'est dans cette veine que le 24 décembre 1999, ok, les soldats ivoiriens, écoutez-moi bien, les soldats ivoiriens, des soldats ivoiriens, que le régime du président Aimé Henri Konan Bédié. Voilà, parce que c'est important, j'insiste là-dessus, parce que souvent les gens disent, c'est parce qu'on contrôlait les nordistes qu'ils se sont fâchés, ok, et puis ils sont allés prendre les armes pour venir faire la rébellion. Donc je remonte, ok, voilà. Anyway, ils se sont fâchés et puis ils sont allés prendre les armes, hein, et puis ils sont venus faire la rébellion. C'est faux. Alors que la Côte d'Ivoire s'apprête à célébrer sa fête de l'indépendance en ce début d'après-midi du 7 décembre 1993, un message solennel interrompt les programmes de la télévision nationale. Alassane Ouattara, alors Premier ministre, annonce aux Ivoiriens une nouvelle bouleversante. Le président Félix Houphouët-Boigny, qui dirige le pays depuis 33 ans, est décédé. La disparition du vieux, du sage, du Nanan Houphouët, comme on l'appelait affectueusement, est un choc pour tout le pays, aussi bien pour ses sympathisants que pour ses opposants. Mais derrière l'émotion, une question brûle toutes les lèvres des Ivoiriens. Qui va lui succéder? Bien que la Constitution soit claire sur la procédure en cas de vacance du pouvoir, le peuple redoute une lutte pour la succession, comme cela arrive souvent en Afrique. En effet, plusieurs figures politiques sont pressenties pour prendre les rênes du pays. Francis Wodier, président du PIT, Parti ivoirien des travailleurs, Alassane Ouattara, Premier ministre d'Houphouët, Laurent Gbagbo, opposant emblématique de Boigny et leader du FPI, Front populaire ivoirien, et enfin Henri Konan Bédié, président de l'Assemblée nationale et dauphin désigné du Vieux. Finalement, malgré les craintes et les tensions en coulisses, la Constitution est respectée. Le jour même du décès d'Houphouët, Henri Konan Bédié, qui dirige l'Assemblée nationale depuis 13 ans, prête serment et devient président par intérim, avec la mission de diriger jusqu'à la fin du mandat d'Houphouët et d'organiser les prochaines élections présidentielles. Nous venons d'apprendre ce matin l'information la plus cruelle de notre histoire nationale. Le père de la nation, notre chef d'État bien-aimé, n'est plus. La Constitution, notre loi suprême, me confère dans cette dramatique situation des responsabilités dont je mesure le poids. Je les assumerai dans le droit fil de celui qui en fut l'inspirateur et le pays sera gouverné. Cependant, ok. Avant, vous voyez, en temps normal, c'est pas le président Bédié qui devait faire cette annonce. C'est pas le président Bédié qui devait dire que c'est lui qui doit succéder au président de la République. En temps normal, ce n'est pas au président Bédié d'annoncer le décès du président de la République. Et si le président Bédié le fait, c'est qu'il y avait quelque chose. Il y avait anguille sous roche. Il y a quelque chose qui n'allait pas. D'abord, c'est le premier ministre, Alassane Ouattara, qui était le chef du gouvernement. Donc, quand le président décède, automatiquement, c'est le chef du gouvernement qui doit faire l'annonce à la nation et qui doit organiser, la transition, donc le transfert du pouvoir. Or, la Constitution ivoirienne disait qu'en cas de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui doit succéder au président de la République.
Donc plus tard, les gens expliqueront. Fologo viendra nous dire que le président Ouattara avait voulu prendre le pouvoir. Voilà, il a fait cette déclaration, vous avez vu. Yassé avait pris fait et cause pour le président Alassane Ouattara parce que voilà, cette constitution ne devait pas être appliquée quand il y a vacance de pouvoir dans cet article. Donc si le président Bédié lui-même il vient à la télévision pour annoncer la prise du pouvoir, il annonce que c'est lui qui est le dauphin constitutionnel, que c'est lui qui doit prendre le pouvoir, veut dire qu'il y a une crise. Voilà où est partie la crise ivoirienne. Voilà, voici l'origine, chers amis. C'est de là tout est parti. Le président Bédié aura le dessus. Il prendra les rênes du pays et tout sera dans sa main. Voilà. Donc, ils ont géré, lui et le président Ouattara ont géré la situation et l'autre est parti au FMI comme un genre d'exil. Sinon, Daniel Kablan-Deltan, qui est l'ancien vice-président de la République, était le ministre de l'économie et des finances du président Alassane Ouattara. Donc, le président Bédié reconduira le gouvernement sans Alassane Ouattara et va nommer Daniel Kablan-Deltan comme premier ministre de Côte d'Ivoire. Voilà, ça c'est des faits, ça c'est l'histoire. Voilà, moi je vais tout expliquer, puis quand je vais finir, si j'ai menti, on dit tu as menti là, s'il y a quelqu'un qui a une information complémentaire à donner, cette personne viendra donner l'information complémentaire. Mais voilà l'histoire de la crise politique qu'on a connue. Donc quand le président Bédié prendra l'effectivité du pouvoir, il y a aussi une chasse aux sorcières qui va être engagée. Tous les cadres qui étaient favorables à Alassane Ouattara, parce que le moment où Alassane était au pouvoir aussi, il y avait une gestation, un mouvement qui se mettait en place pour soutenir le premier ministre Alassane Ouattara. Et à l'époque, les gens ont dit qu'il y a une charte qui existe, que la charte du Nord, les cadres du Nord, c'est pourquoi souvent, tu vois souvent aussi des situations. Ça, c'est des faits qu'on met à votre disposition. Donc, en 1999, les gens sont en prison. Et il y a un coup d'état militaire. Maintenant, Guy Robert était le chef d'état-major du président Houphouët. C'est-à-dire au décès du président Houphouët, c'est Guy qui était chef d'état-major. Et Bédié a estimé que Guy, dans la passation des services, n'avait pas joué franc jeu. Donc, il va envoyer Bédié d'abord comme ministre des Sports, Guy comme ministre des Sports dans ce gouvernement. Et puis après, il va le débarquer du gouvernement et puis l'accuser de vouloir faire un coup d'État. Donc, ce dernier va se replier à Kabakouma, dans son village. Il est là-bas. Maintenant, le 24 décembre 1982, il y a un coup d'État. C'est qui? Quels sont ceux qui ont fait le coup d'État? C'est quand même important qu'on mette ça à votre disposition. Et puis, ça va nous permettre plus tard de comprendre. Voilà. De comprendre quels sont ceux qui ont pris les armes. Voilà. Parce que... Et IB vont rappeler à Guy qu'il a fait une promesse au plus l'honneur des militaires et qu'il était hors de question de bafouer leur dignité et rien ni personne. Voilà. Au milieu du mois de décembre 1999, le président Bédié prend son congé de Noël et se rend à Daoukro. Pendant ce temps, à Abidjan, le sergent-chef Ibrahima Koulibaly, généralement appelé Major ou IB, en compagnie des nombreux soldats ivoiriens ayant participé à la mission onusienne pour la stabilisation de la Centrafrique. Voilà, vous avez entendu. Ça dit, il y avait une unité d'élite de l'armée ivoirienne qu'on appelait une unité d'élite ivoirienne. Va. Oui, bon, ok, couche-toi. Va dans notre chambre là-bas, s'il te plaît. Va dans notre chambre, tu vas m'indisposer. Je ne pourrai pas suivre les deux à la fois. Parce que tu es venu pour gâter mon live. Ferme, s'il te plaît. Ferme. Voilà, il m'a fait même perdre le temps. Donc, les IB et autres là faisaient partie d'une unité d'élite de l'armée ivoirienne qu'on appelait FIRPAC. Voilà, Force d'intervention rapide paracommando. Ok? Maintenant, dans la FIRPAC, les noms qu'on cite, c'est des cas du Nord. Et IB a été, quand le président Ouattara était premier ministre de Côte d'Ivoire, IB a été l'aide de camp de la famille, c'est-à-dire il faisait la sécurité de la famille du président Alassane Ouattara quand il était premier ministre. C'est des nordistes. Donc personne ne peut nier que l'ivoirité, au fond, Henri Konan Bédié, à sa prise du pouvoir, avait créé un concept qu'on appelait l'ivoirité. Il dit que ça a été sorti de son contexte, mais personne ne peut nier que les gens avaient commencé à travers ce concept à faire la chasse à des populations, à des noms à consonance nordique, qu'on appelait à l'époque le délit de faciès. Voilà, ce thème-là, ça vient du truc. Oui, effectivement, IB était sapeur-pompier, mais c'est sapeur-pompier militaire. Voilà, il était sapeur-pompier, mais sapeur-pompier militaire. Donc, IB était le gars de corps de prendre de la femme du président, du premier ministre Alassane Ouattara. Mais il s'appelle Ibrahim Koulibaly. Il ne faut pas oublier le nom. Ibrahim Koulibaly, issu du Nord, fils de Seguela, comme les Djomandé, qu'on appelait la Grenade, Ouattara Abdramani,
la liste est longue. Voilà, quand je vais me mettre à citer tous les noms. Donc, c'est qui? On vous dit, c'est des gens, ok, de l'armée ivoirienne que le président Bédié, c'était une manière de les éloigner. Voilà, il est au pouvoir. Il a décidé un peu de les éloigner du pays. Donc, on a vu, ils les ont pris en groupe, ils les ont envoyés en Centrafrique. C'est-à-dire quand l'ONU a dit, on a besoin des soldats pour aller faire la sécurisation. Donc pour lui, c'était une manière aussi de dormir, se mettre en sécurité. Parce que déjà, les gens, ils avaient commencé à faire une purge, à voir dans le viseur les officiers teigneux qui sont issus du Nord, pour ne pas que le réseau Ado, Ouattara se mette en place. Donc, ils ont mis ces gens-là ensemble, ils les ont envoyés en Centrafrique. Voilà, ils les ont envoyés là-bas, on dit dans une mission de paix de l'ONU et de tout ce que vous connaissez. Donc, on va écouter encore l'histoire. Voilà, parce qu'aujourd'hui... Au milieu du mois de décembre 1999, le président Bédié prend son congé de Noël et se rend à Daokro. Pendant ce temps, à Abidjan, le sergent-chef Ibrahima Koulibaly, généralement appelé Major ou IB, en compagnie des nombreux soldats ivoiriens ayant participé à la mission onusienne pour la stabilisation de la Centrafrique, vont tous ensemble bloquer les ponts Félix Houphouët-Boigny et Général de Gaulle au niveau de Trècheville. Les militaires, sous la conduite d'un autre sergent, en l'occurrence M. Bokayapi, soutenu par le bataillon d'artillerie d'Akwedo et du poste érigé aussi bien à l'entrée septentrionale d'Abidjan, notamment à Yopougon au niveau de Jesco, que sur la route menant à Yamoussoukro, vont ensemble contraindre le président Henri Konan Bédié à envisager sa démission. Alors, installez-vous bien, prenez une feuille et un stylo. Dans cette vidéo, on verra le coup d'État de 1999, le contexte et la chute de Robert Guéhi au pouvoir. C'est parti. Depuis Daokro, le président apprend la nouvelle, mais ces informateurs vont juste rester sur la face visible du mouvement des soldats, en expliquant au président Bédié qu'il s'agit tout simplement d'un mouvement d'humeur et de revendications salariales de ces soldats. Avant d'en arriver là, certains soldats s'étaient rendus à un entretien avec le président Bédié pour lui demander leur rémunération, mais Bédié les a répondu par la négative et les a menacés d'une lourde correction en cas de récidive. Ayant donc appris ce qui se passait à Abidjan, la première idée qui est venue à l'esprit du président était de contre-attaquer, avec l'aviation installée dans la région militaire de Bouaké. Face à l'intransigeance des soldats qui ne voulaient rien céder sur leurs revendications, qui étaient en réalité juste pécuniaires, Bédié ordonna que la révolte soit réprimée. Cependant, à sa grande surprise, à son ordre, une défiance s'est opposée, et ses propres soldats qu'il comptait... On va s'arrêter là. Voici la revendication. Ils sont partis en Centrafrique. Les frais de mission et autres, avec les salaires, n'ont pas été payés. Ils sont arrivés, ils ont demandé leur argent. Bédié a dit, ils ne payent rien. Ils sont rentrés dans la... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas le chauffeur de Baka qui allait prendre arme pour venir faire coup d'État. Ce n'est pas le vieux qui porte boubou là, qui se promène quand on arrache sa carte d'identité là, qui est venu faire un coup d'État. Là, quand on situe les faits comme ça, de manière historique, on se tous d'accord. OK? Parce qu'il y en a, oui, non. Voici les faits. C'était des soldats de l'armée ivoirienne que la Côte d'Ivoire a envoyés en Centrafrique dans le cadre d'une mission onusienne. Et quand ils reviennent au pays, ils réclament leur salaire qui n'est pas payé. Ils ont dit, le vieux dit, il ne paye pas. Donc, voici un peu l'histoire. Donc, on va continuer. Voilà. Et sur le terrain, se sont rébellés contre lui. Il y a donc un petit intervalle de négociation qui est ouvert entre lui et les soldats. Mais les soldats ne voulaient plus rien entendre de lui et lui ordonnaient de démissionner face à ce qu'ils vivent, y compris tous les maux que vit la population également. Affaibli et incapable de réagir, le président Bédié accepte de démissionner, mais décide d'activer sa toute dernière arme. Bédié va très rapidement appeler le Quai d'Orsay, dans l'optique que la France, au nom du traité de défense signé sous le règne d'Houphouët-Boigny et qui unit les deux pays, intervienne en sa faveur. Toutefois, le ministre des Affaires étrangères et les hautes autorités françaises ne vont rien faire pour lui sur ce coup. Ils lui disent que cet accord ne peut être activé si et seulement si le pays est attaqué de l'extérieur, mais dans ce cas, il s'agit d'une affaire ivoiro-ivoirienne. Le lendemain, la Côte d'Ivoire et le monde entier se réveillent en apprenant la nouvelle du coup d'État qui... Bon, cette partie-là, elle est importante. Le président Bédié va appeler le ministère des Affaires étrangères français, qu'on appelait le Quai d'Orsay. Parce qu'il y a un accord de défense entre la Côte d'Ivoire et la France. En cas d'invention ou attaque extérieure, c'est-à-dire quand des étrangers viennent attaquer la Côte d'Ivoire, eux là, ils se mettent du côté de l'armée ivoirienne pour combattre cette armée étrangère. Voici l'accord qu'il y est. Mais l'armée française, c'est-à-dire de la France, va voir, va se rassurer que ceux qui sont en armes, qui sont en train de contester l'autorité du président Bédié, là, ce sont des soldats ivoiriens. Donc l'accord ne rentre pas en compte, parce qu'ils ne prennent pas l'accord en compte, parce qu'ils estiment que c'est une affaire ivoiro-ivoirienne. Voilà, parce que quand on a ça, c'est important. C'est important. Donc, on continue. Le nom de cadeau de Noël. À ce moment de l'insurrection, excepté les putschistes eux-mêmes,
Personne, y compris les services secrets français, dont les agents étaient très nombreux en Côte d'Ivoire, ne croyait au sérieux de ce coup d'État qui était d'autant plus pacifique que beau pour être un vrai dans un continent où tout coup d'État arrive avec l'utilisation de la force et ce, dans le sang. Il faut noter qu'il n'y a eu aucune perte en vie humaine suite à ce coup d'État. Les militaires, les services de sécurité et la gendarmerie ivoirienne, suite à ce gros coup réussi, se sont eux-mêmes félicités en se voyant quitter sous le joug très pesant de l'homme qui était encore au pouvoir, en l'occurrence le président Henri Konan Bédié. Le coup d'État va donc rentrer dans sa seconde phase. Après avoir neutralisé Bédié et l'ayant assigné en résidence très surveillée, en attendant de voir la réaction et le positionnement de la France, les putschistes avec à leur tête le sergent-chef Ibrahim Koulibaly, ne possédant pas le charisme nécessaire et les connaissances pertinentes pour endosser la responsabilité de la présidence de la République, vont se mettre à la recherche d'un homme à même de les guider. C'est donc en ce sens qu'ils iront chez le général Abdoulaye Koulibaly, l'ex-pilote de l'avion présidentiel Toufoué, pour lui demander de prendre le pouvoir, mais dubitatif, il refusa et les indiquera une autre personne. Il s'agit du général Lassana Palinfo. Arrivé chez le général Palinfo, les putschistes lui soumettent leur volonté, mais il la déclina sous prétexte qu'il n'est pas le bon. Mais il leur indiqua l'adresse de celui qu'il considérait comme bon. Juste après avoir entendu la volonté des putschistes, il se leva de son fauteuil, prit son téléphone et appela un autre général qu'il pensait intéressé et capable de gérer le pays. Mais il ne lui dira pas concrètement ce qui se passait à défaut d'être écouté et tracé par les services secrets. Il va demander à ce que le général vienne le voir chez lui. Il s'agissait du général Robert Gueye. Robert Gueye, n'ayant pas de véhicule à sa disposition, va dire à Palinfo qu'il ne peut pas se déplacer jusqu'à Abidjan, sur le tas, car il était à l'intérieur du pays. Ainsi, Palinfo trouvera la formule magique. Il envoya les soldats à Kabakouma, dans la région de Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, là où se trouvait le général Robert Gueye à l'époque, afin que ces soldats le ramènent à Abidjan pour qu'il fasse ce qu'ils attendent de lui. Avec leur leader Ibrahim Koulibaly, les militaires vont arriver. Le général Robert Gueye était sur le chantier de construction de sa nouvelle résidence qu'il construisait à Kouessesso, son village natal. Chassé des rangs de l'armée par le président Bédié, suite à un quiproquo, Robert Gueye n'était pas un homme assez populaire. Il était juste un général comme les autres, mais sa particularité, c'est qu'il était très très ambitieux. Au sein de l'armée, en dehors des généraux Palinfo et Koulibaly, qui l'appelaient Bob, tous les autres l'appelaient Papa. C'est donc vers ce père que sont allés les enfants pour qu'ils participent au coup et qu'ils soient l'image apportant la garantie, le sérieux et la pertinence à leur coup d'État. C'est donc dans ces travaux qu'il a été pris par les jeunes soldats. Arrivé chez lui à Kouessesso, là où se trouvait le général Robert Gueye, un village à 4 km de Kabakouma, les soldats exposent ce qu'ils appelaient dans leur jargon le topo, pour désigner le coup d'État au général Robert Gueye. Pour convaincre le général, Ibé va aller droit au but en lui disant qu'il n'a pas le choix. Il est obligé de prendre le pouvoir. Soit les soldats le forceront, soit ils iront avec lui de façon pacifique. Et ce, sous lui-même son accord. Et c'est pour cela qu'ils sont devant lui. C'est dans ce milieu qu'un soldat a sorti son arme de poing très rapidement, puis a tiré une balle au-dessus de la tête du général sur son mur. Jusqu'en 2007, le mur de la maison du général, dans la circonscription de Kabakouma, en l'occurrence dans son village natal à Kouessesso, portait la trace de balle de cet événement qui a été conservé par Robert Gueye comme une image d'histoire. Prise et par la panique et par l'émotion, Robert Gueye accepte de prendre la tenue militaire que les soldats lui ont filée et embarque avec eux, direction Abidjan. À ce moment-là, toutes les hypothèses prenaient forme en Côte d'Ivoire et des rumeurs fusaient de partout sur celui qui était et qui serait la tête de ce coup d'État. Était cité tantôt Alassane Ouattara, qui avait reçu le général Robert Gueye près de 2 semaines avant ce coup d'État, à Paris en France. Et était aussi cité le nom de Laurent Gbagbo, qui était au Gabon à ce moment comme la tête pensante de ce coup d'État. Cependant, personne ne pouvait s'imaginer que le général, viré il y a 5 ans de cela, venait prendre sa revanche sur le président Bédié. Arrivé à Yopougon-Gesco, c'est le sergent Boukayapi qui a pris la relève pour assurer l'entrée triomphante du général Robert Gueye dans Abidjan, tel le sauveur, le libérateur. Ils vont faire un tour dans un endroit resté secret avant de le conduire dans sa demeure située sur la colline vers la voie de dégagement en face de l'hôtel Ivoire. Dans cette sublime résidence, l'attendait son épouse Rose Doudou Gueye, d'origine sénégalaise, qu'il rencontrait autrefois dans sa belle jeunesse. Protégé de soldats lourdement armés, le général descendit puis jeta des coups d'œil furtifs avant d'entrer dans la résidence pour téléphoner le général Lassana Palinfo pour se renseigner sur le... Regardez les personnes autour de lui. Encore, du fait que ce coup se soit passé très facilement et hyper pacifiquement. Le général Palinfo le rassura, mais il doutait toujours dans son fort intérieur du sérieux du coup. Juste après s'être installé, le sergent Ibé passa des coups de fil pour s'assurer de la domination de lui et ses amis en ce qui concerne les rapports de force, afin de sortir dans les rues d'Abidjan et prendre définitivement le pouvoir. Ainsi, le rapport que lui a été donné signifiait que tous les points stratégiques d'Abidjan, dont la RTI, les 2 ponts, Félix Houphouët-Boigny et De Gaulle, l'aéroport, le palais présidentiel, le poste de Gesco, étaient sous contrôle et ceux qui devaient être les points de résistance, en l'occurrence la gendarmerie d'Agban et le camp commando de Koumassi, étaient neutralisés, sans oublier la ville de Bouaké où se trouvait l'aviation qui aurait pu riposter. Tout était verrouillé
par les soldats. La seule force armée qui aurait pu opposer une résistance était l'armée française présente sur le territoire ivoirien. Mais elle a décidé de ne rien faire pour aider et sauver le régime de Bédié. Robert Gueye, sermonné par son épouse et rassuré par les dernières informations recueillies par IB, décide finalement de se lancer sérieusement dans la prise du pouvoir, mais avant cela, il impose à IB une tournée. Il veut passer à la radio Nostalgie, puis à la RTI, pour se faire entendre et informer toute la Côte d'Ivoire que le pays a changé de président. Depuis 48 heures, Écoute, regardez hein, profonde, autour de lui. précisément dans mon village natal. Et c'est ça que mes deux frères d'armes m'ont fait appel pour être d'abord leur porte-parole. Nous allons créer la mais cette réunion, quand elle va être propre, c'est eux qui vont s'installer. Donc, il faudrait déjà qu'ils soient associés. Ils seront largement associés. À la suite de sa déclaration, Laurent Gbagbo, qui était au Gabon suite au choc de l'information, va faire un malaise et va finir par rejoindre Abidjan, mais il ne pourra pas sur le tas, car les militaires avaient tout bouclé. Mais de l'autre côté, il y avait également Henri Konan Bédié, désireux de quitter la Côte d'Ivoire avant qu'il n'ait de nouveaux problèmes avec les dirigeants, était également empêché d'aller directement. C'est en ce sens qu'il va chercher un pays dans lequel passer un séjour avant de se rendre à Paris. Il va donc être secouru par le président togolais d'antan, M. Gnassingbé Yadema, avec un passeport togolais qui va lui permettre de transiter d'abord, et ce avec la protection de l'armée française en Côte d'Ivoire, à Lomé dans l'avion spécial Puma, avant d'embarquer pour Paris par la suite, où il passera son exil. Pour tout contrôler, les militaires avaient tout bouclé dans le pays, aussi bien les voies aériennes que celles terrestres, coupant la Côte d'Ivoire du reste du monde. Ayant appris cela, le président gabonais, Omar Bongo, va très rapidement appeler son ami, le général Abdoulaye Coulibaly, qui était le troisième homme fort du pays à l'époque, afin de solliciter l'ouverture d'un couloir aérien et humanitaire pour permettre à Gbagbo de rentrer au pays. Mais, suite à cet appel, aucun couloir aérien n'est activé à Abidjan. Ce sera à Yamoussoukro que dans l'avion du président gabonais descendra une fois, les portes ouvertes, M. Koudou Laurent Gbagbo. Lorsque les militaires sortis dans les rues d'Abidjan, c'était la liesse populaire. Les populations les accueillant comme des héros, des sauveteurs. Ce jour-là et les jours suivants, les Ivoiriens, dans leur fort désir de vengeance, n'avaient pas hésité à laisser libre cours à leur colère sur tous les ministres et hommes politiques de façon générale proches de Bédié. Ils n'ont surtout pas épargné M. Donafologo, qu'ils ont surnommé Adidas. Il a été surnommé Adidas à cause de ses 3 traits sur le visage qui étaient le signe de la distinction de ses origines sénoufo. Ce jour-là, c'était l'euphorie partout en Côte d'Ivoire. Certains Ivoiriens cassaient et brûlaient des biens au passage en criant haut et fort « Gueye merci ». De Dupont à Port-Boué, en passant par la rue 12 et ses avenues marchandes, pas un seul magasin n'a échappé à la casse. Le boulevard Valéry Giscard d'Estaing, du nom de l'ancien président français, est appelé le boulevard de la mort. Une folle rumeur circulait dans Abidjan et a poussé le peuple au cri. La rumeur disait que la succursale Ivoirie de Côte d'Ivoire Télécom, située en zone 4C, vers l'hôtel Ibis à l'époque, appartenait au fils et à l'épouse de Bédié. Bon, est-ce qu'on a besoin? On n'a pas besoin encore du reste là. Donc, vous voyez, donc le coup d'État contre le président Bédié est acté. Et Gueye a pris le pouvoir. Mais les mêmes qui étaient là, le président Gueye va former un gouvernement d'union nationale. Et dans ce gouvernement, vous allez voir qu'il y a 2 leaders qui ont salué le coup d'État. Laurent Gbagbo, opposant historique, député de Ouagaïo, va féliciter le coup d'État. Gbagbo, depuis le Gabon, a dit que c'est un coup de pouce à la démocratie. Et le président Alassane Ouattara, président du RTR, va dire que ce n'est pas un coup d'État, que c'est une révolution et que tous les Ivoiriens saluent ce coup d'État. On dit mon live est restreint. Voilà. Je pense que c'était à cause de la vidéo, mais comme j'ai arrêté, je vais contester. Voilà. Je vais contester. Est-ce que vous comprenez? Voilà, je vais contester. Voilà. Donc, je suis revenu. Donc, je vous explique ça pour que vous compreniez l'origine de la crise ivoirienne. Maintenant, ils vont, oui, j'ai coupé. Ils vont se retrouver, ok? Ils vont se retrouver dans un gouvernement. C'est-à-dire, le président Gueye, le général Gueye, va inviter le FPI et le RDR à participer dans le gouvernement. Et donc, quand ils arrivent, coupez votre micro, s'il vous plaît. Je ne sais pas c'est qui. Voilà. J'ai dit, coupez votre caméra. Je ne sais pas pourquoi vous avez mis une caméra. Coupez votre caméra, s'il vous plaît. Fermez votre caméra. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà ce qui s'est passé.
Pierre n'est pas dedans, Paul n'est pas dedans. Tous les noms qui ont été cités là, il n'y a pas de civils dedans. Il y a deux chefs de parti, Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo, l'ancien chef de l'État, président du PDCI, Henri Konan Bédié, ancien chef d'État-major, le général Robert Gueye, le sergent-major Ibrahim Koulibaly, et puis tous les militaires que vous connaissez là. C'était eux. Et c'est pour ça que l'armée française n'est pas intervenue. Parce que la France a estimé que c'est une affaire ivoiro-ivoirienne. Donc, il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas de Burkinabé, il n'y a pas de Maliens, il n'y a pas de Ghanéens, il n'y a pas de Guinéens. Voici les faits. Maintenant, quand ils vont rentrer dans le gouvernement, okay, le RDR va donner des ministres. Madame Henriette Dagri-Diabaté deviendra ministre de la Justice. Ngolo Koulibaly, je ne sais pas s'il est grand chancelier, en tout cas, il joue un rôle là, deviendra ministre de l'économie et des finances. Et c'est là le président Gbagbo Laurent va faire une boutade. Il va dire au général que si c'est un coup d'État du RDR, de leur dire, parce que ce gouvernement fait la part belle au RDR. Voilà, je répète. Le président Gbagbo va dire que si c'est un coup d'État RDR, que le général n'a qu'à dire. Donc, Gbagbo a décidé de retirer ses ministres du gouvernement. Donc, Amani Guessan va vous expliquer plus tard comment on l'a cherché. Les gens lui ont mis une veste pour l'envoyer à Abidjan. On dit tout le monde était cher. Le moment où il arrive à Abidjan, quand il rentre, Gbagbo dit bonne arrivée. Voilà, mais on devait rentrer au gouvernement, mais on ne rentre plus au gouvernement. Parce qu'il a estimé. Et donc, le général a eu un échange avec lui. Ils se sont mis d'accord. Ils ont scindé le ministère de l'économie et des finances en deux. Donc, ça veut dire que c'est un problème de jetons. Ils ont cédé le ministère de l'économie et des finances en deux. Ils ont créé le ministère du budget. Voilà. Et Ali Koulibaly, comment il s'appelle? Mamadou Koulibaly, qui est l'ancien président de l'Assemblée nationale, sera nommé ministre du budget. Et donc, ils vont partager l'économie entre le RDR et le FPI. Voilà, ça, c'est les faits. Et donc, quand ils se sont mis ensemble, puisque Alassane va être président, Gbagbo aussi va être président. Mais avant que le président Ouattara rentre en Côte d'Ivoire, le général va demander à la justice ivoirienne, à travers le ministère de la Justice, d'annuler, ok, d'annuler, ok, d'annuler, ok, le mandat d'arrêt contre le président Alassane Ouattara. Donc, la justice ivoirienne, c'est pour vous dire que les condamnations que vous voyez là sont des condamnations politiques. C'est-à-dire, du jour au lendemain, une décision politique peut venir annuler tout ça. C'est pourquoi on dit en politique, un leader là, il ne meurt jamais. Il peut avoir 100 condamnations sur sa tête, mais une décision politique peut venir changer tout ça. Donc, ils sont dans le gouvernement. Gbagbo veut le pouvoir, Ado veut le pouvoir. Et à l'époque, Ado, en tout cas, il était puissant. Gbagbo aussi était puissant. Chacun voulait le pouvoir. Donc, il y a maintenant une guerre de contrôle de l'appareil de l'État qui va se mettre en place autour du général. Parce que souvent, j'entends des gens dire, quand Gbagbo a pris le pouvoir, en combien de mois, qu'est-ce que Gbagbo aura pu faire qui aurait pu justifier une rébellion? Non. L'histoire de la rébellion là, est partie du coup d'État de 1999 jusqu'à la gestion du gouvernement, jusqu'à l'accession du président Laurent Gbagbo au pouvoir. Ça, c'est des faits historiques. C'est ça. Il ne faut pas penser que la transition était la transition de Gbagbo, la transition de Gueye. C'était une transition qui était co-gérée par trois forces, par les militaires, par le RDR et par le Front populaire ivoirien. C'est le PDCI qui avait été exclu, parce que plus tard, les cadres comme les Gikawe, les Fologo et autres vont se ranger derrière le général Robert Gueye, parce qu'ils ont estimé que le général est issu du PDCI, il fallait se ranger. Bon, le Gikawe n'avait pas été écouté à l'époque, et c'est ce que le RPG, le parti d'Alpha Condé, a fait en Guinée. Ils se sont rangés du côté de Mamadi Doumbouya, et puis ils ont conservé le pouvoir. Aujourd'hui, ils sont dans l'appareil de l'État. Donc, Gikawe avait proposé la même chose au PDCI à l'époque en disant, prenons le général, il y a eu un changement à la tête, mais le général est issu de l'école du PDCI. Donc, choisissons-le comme étant le candidat du PDCI. Bon, à l'intérieur du PDCI, les gens n'ont pas voulu. Et puis, bon, voilà. Donc, il y a eu la course maintenant au pouvoir. Donc, chacun voulait, et le FPI a eu le déçu. Les cadres du FPI. Parce qu'on nous dit que Gbagbo a dit... Si tu vois que le FPI a eu le déçu, c'est parce que le président Alassane Ouattara n'a pas voulu dealer avec le président, avec le général Gueye. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Les wagons d'eau, tous ceux-là, ils étaient avec le général Gueye. OK? Lui qui est actuellement ministre de l'Intérieur. Donc, Gbagbo a eu le dessus parce qu'il a été plus futé politiquement que le président Alassane Ouattara et le RDR.
Parce que le RDA était dans une logique rien que Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, ça là, c'est des faits. Et Gbagbo a utilisé ce qu'on appelle de subterfuge pour endormir le général. Donc le général même le dira au Forum de la Réconciliation, les visites nocturnes que le président Gbagbo lui rendait, et puis comment il a été roulé dans la farine. Donc ils ont fini par avoir le contrôle de la transition. Donc Gbagbo déjà était au pouvoir avant même d'accéder au pouvoir en tant que président de la République. Parce que celui qui deviendra plus tard, pour corroborer mes dits, celui qui deviendra plus tard ministre de la Défense du président Laurent Gbagbo quand il prend le pouvoir, c'est Lida Kwasi, qui était ministre d'État, ministre de la Défense, qui était le conseiller militaire du général Robert Gueye. Donc, il y a eu une guéguerre qui s'est installée et une purge a commencé à se faire et puis le RDR n'avait plus la fluidité dans l'appareil. Et donc, une purge s'est engagée, une guerre a été déclarée au IB et à tous les soldats nordistes. Voilà, il faut avoir le courage de citer les noms. À tous les soldats nordistes qui avaient fait le coup d'État, qui ont pris le général pour le mettre à la tête, ils ont décidé voilà, de mettre un système en place pour faire une épuration ethnique au sein de l'armée. Voici les faits. Donc, certains ont eu la chance, ils ont pu fuir, certains n'ont pas eu la chance. Voilà, dont Abdrahmani Ouattara, dont je pense qu'il y a un Lama Karamoko, un truc comme ça. Après, il y a la Grenade, Diomandé, qui est fils de Touba, qui n'a pas eu la chance. Et puis, ils ont affecté IB. Ils ont décidé finalement d'éloigner IB du pays. Donc, le général a affecté IB comme attaché militaire de la Côte d'Ivoire au Canada. Voilà, pour avoir... Hein, voilà, et puis il y avait Palais Djami, très bien. Il y avait Palais Djami, le caporal-chef Lama Karamoko. Écrivez les noms. Hein. Et puis, tous les militaires que vous connaissez, qui étaient chefs militaires, qui étaient dans la rébellion, là, vous pouvez aussi citer les noms. Mettez les noms en bas pour qu'on puisse comprendre. Parce qu'après tout, on va rentrer maintenant dans la phase de la rébellion. Comment la rébellion est née. Voilà. C'était qui voilà. Donc, là, les noms sont là. Voilà. Palais Djami, Abdrahmani Ouattara. Palais Djami n'a pas eu la chance. Abdrahmani Ouattara n'a pas eu la chance. Sansan Kabile n'a pas eu la chance. Diomandé La Grenade n'a pas eu la chance. Bon, quand je dis n'ont pas eu la chance, c'est des gens qui ont été déjà. Voilà, je ne vais pas vous dire les choses en masquant, je vous le dis, c'est des gens qui ont été déjà. Donc, il y a une épuration ethnique qui s'est passée et c'était de la manière la plus cruelle. C'était la manière la plus cruelle que ces actions-là se faisaient. Ceux qui étaient à la manœuvre, là, mais c'était les gens là. Ça, là, ce n'est pas un débat. Voici les faits, voici l'histoire. Mais là, quand Gueye, dans ces conditions, arrive à se mettre d'accord avec Gbagbo, et il décide d'éliminer tous les autres prétendants à la magistrature suprême. Voilà, d'éliminer tous les autres prétendants à la magistrature, y compris Alassane Ouattara. Bon, alors qu'à l'époque, on savait qu'il était très fort, il était très puissant, il avait du monde, il avait du relationnel à l'étranger, et puis il avait beaucoup de gens. Voilà. Et donc, voilà, voilà un peu l'histoire. Et donc, ils ont éliminé tous les autres là. Ok? Ils ont éliminé tous les... Ah non, Kimia ne va pas donner en classe. Ils ont éliminé les autres. Ceux qui n'ont pas eu la chance ont été déjà. Ceux qui ont eu la chance ont fui le pays. Voilà. Ils ont envoyé IB au Canada, on dit comme attaché militaire. C'est depuis là-bas, quand IB a appris ce qui était en train d'arriver à ses petits sur le terrain, que IB a appelé le général. Il a menacé le général. Il lui a dit qu'à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on est en guerre, c'est fini, c'est la rupture. Il a démissionné de son poste de l'autre côté. Dites-moi, où il y a mercenaires, où il y a les djoulas qu'on allait chercher. Non, c'est eux-mêmes là. Ils ont travaillé avec les mêmes djoulas que vous connaissez là. Ce n'est pas quelqu'un qui allait les créer, c'est eux-mêmes. Ils étaient avec eux, ils ont fait le coup d'État ensemble, ils ont félicité le coup d'État ensemble, ils ont fini ça là. Ils ont créé ce qu'ils ont créé, ils ont exclu les gens, ils se sont accaparés du pouvoir, ils ont organisé une parodie d'élection, et c'est Gueye et Gbagbo qui sont partis. Et puis entre eux là, parce que dans le schéma, ils devaient faire l'élection, ok? Et Gueye allait gagner l'élection et Gbagbo allait reconnaître la victoire de Gueye. Parce que les gens sont arrivés à un accord où ils ont dit que le pouvoir est arrivé à l'ouest et qu'ils devaient tout faire pour ne pas que le pouvoir quitte dans la main des enfants de l'ouest. Voilà, ces histoires ethniques-là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Au moment les Baoulés, ils avaient dit, ah, on n'a qu'à tout faire, pouvoir n'a qu'à rester dans la main des Baoulés. Et cette philosophie-là a été développée même sous la transition militaire. Ça, c'est des faits. Quand tu dis les choses, il faut faire un rendu de telle sorte que ceux qui veulent te contester puissent venir le dire. Donc, ils sont allés aux élections. Gbagbo, une fois sa candidature a été validée par le conseil, par la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, par Tiakone, Gbagbo était dans le starting block, donc le général n'avait plus le contrôle de la situation. C'est là quand le président Gbagbo était en campagne,
à quelques jours de la fin de la campagne, va faire cette déclaration. Il dit, si Gueye veut s'imposer ou tripatouiller les urnes, il sera chassé comme Milosevic en Yougoslavie. Pour ceux qui se rappellent de cette célèbre phrase. Et c'est ce jour-là que le général s'est rendu compte qu'il avait été bouté hors du jeu, qu'il avait perdu le pouvoir. Et donc, il a voulu maintenant reprendre le contrôle de la situation. C'était trop tard. La loi avait déjà validé les candidatures. On était en campagne, la campagne était terminée. Son système, parce que les nominations maintenant qui se faisaient dans l'armée, là, c'est Gbagbo qui faisait. Voilà, il a roulé encore, il a roulé le général une seconde fois. il a ballonné le général. Donc le général, maintenant s'est réveillé, c'est bon petit comme les Ibrahim Koulibaly là. Il ne les a plus. Ibrahim est parti. Il a déjà d'autres sont partis avec ces coups d'État qu'ils ont stimulés, ils ont essayé. Il y en a qui étaient vrais, il y en a qui n'étaient pas vrais. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Beaucoup ont perdu la vie. Le général, puisqu'avant, le général n'avait pas les hommes. C'est ça la vérité. En fait, le général était chef d'état-major. Bédier l'a fait nommer au gouvernement, au ministère des Sports. Et puis après, il a chuté le général. Et donc le général s'est retrouvé à Kabakouma. Il s'est retrouvé seul. Il n'avait plus rien. Il n'avait pas d'homme. Il était là. Maintenant, c'est les IB là qui ont fait le coup. OK? C'est les IB là qui ont fait le coup. Et quand ils ont fait le coup là, donc la force que Gueye avait, c'était les jeunes gens. Vous avez vu tout à l'heure dans sa déclaration, il dit, mes jeunes frères, les jeunes gens sont allés me chercher pour venir. Il n'avait pas d'hommes, il n'avait rien. Et lui, ces hommes qu'il avait là, c'est comme, en fait, c'est une stratégie. C'est une stratégie politique. C'est-à-dire, ceux qui peuvent faire ta porte là, on fait tout pour te mettre en palabre avec eux. Quand tu finis, et puis c'est une stratégie, c'est un dicton. On dit, faire le vide autour, faire le vide. La tactique, voilà, on appelle ça la tactique de la terre brûlée. La tactique de la terre brûlée consiste à faire le vide. OK? Et puis laisser l'envahisseur entrer et puis ensuite l'engloutir. Donc, ils ont poussé le général contre ses bienfaiteurs. Il a déjà d'autres étaient en prison. Il y en a qui sont partis en exil. IB, qui était très craint, était allé à la rupture. Il avait éloigné IB. Donc, Gueye n'avait plus les hommes. Et c'est le FPI, d'alors Gbagbo et ces gars-là, les leaders Kwasi là, ils ont infesté le système de Gueye. Mais la transition maintenant était contre le RDR. La transition était contre le RDR. La transition était contre le RDR. La transition était gravement opposée au RDR. C'était la traque, c'était les arrestations, les intimidations. Ils chassaient tout le monde jusqu'à... Donc le général s'est retrouvé. Le général n'avait plus personne. Donc c'est dans ce contexte-là qu'ils sont allés aux élections. C'est dans ce contexte. Ceux qui posent la question, qu'est-ce que Gbagbo aura pu faire en combien de mois? Mais tout est parti depuis la transition. Au moment même, les gars partaient dans la transition là. Mais c'est Gbagbo qui avait le pouvoir. C'est Gbagbo qui avait le pouvoir en main. Et ça, c'est des faits, ça, c'est l'histoire. Mesdames et messieurs. Donc, ils sont allés. Gueye a été chassé. Ils ont dit aux gens, Gbagbo a proclamé sa victoire. Gueye a dit qu'il a gagné. Et puis, il y a un imbroglio et la rue a eu le dessus. Donc, pas plus tard, Kakou Mathias nous dira que le FPI avait appelé Ali Koulibaly pour dire que les élections vont être reprises, voilà, où Alassane Ouattara va participer. Ils vont demander aux militants de descendre dans la rue. Okay? Et donc, que les militants du RDR descendent dans la rue, que le RDR appelle aussi ses militants à descendre dans la rue pour que les élections soient reprises. Et là, comme c'est le Gueye qui avait éliminé Alassane, et que le RDR voyait une occasion, une nuit, de revenir dans le jeu, ils n'ont pas hésité à accepter ce deal-là. Ils ont demandé à leurs militants de descendre dans les rues. Voilà comment on est tous descendus dans les rues. Et c'est ça qui a fait que le général Gueye a quitté le pouvoir, il a pris son avion, il est parti. Et donc voilà Gbagbo qui prend le pouvoir. Maintenant, l'accord, c'est qu'il est lié, c'était la reprise des élections. Et donc quand le FPI reprend le contrôle, ils ne disent pas aux militants du RDR qu'on va reprendre les élections. Et ils reprennent le contrôle de la situation pour s'installer au pouvoir. Donc cette fois-ci, le général n'est plus dans la danse, c'est entre le FPI et le RDR. Résultat, le charnier de Yopougon. Voici les faits. Et par la suite, Gbagbo aura le contrôle de la situation. Il deviendra le président de la Côte d'Ivoire. Le charnier est découvert, ainsi de suite, ainsi de suite. Après, il va recevoir le président, Alassane, et puis il va lui demander de rentrer au gouvernement, de faire venir le RDR pour un gouvernement d'union nationale. Donc le président Ouattara dira que pour le moment, ils sont préoccupés à enterrer leurs morts parce que le RDR avait perdu
hein. Beaucoup de personnes avaient perdu beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes avaient été blessées, martyrisées dans ces événements-là. Donc, voici les faits, voici l'histoire. Maintenant, ce n'est pas ces civils-là qui sont allés prendre les armes. En 2002, il y a des élections d'abord. Après 2000, il y a des élections législatives. Ces élections législatives, le président Ouattara va encore décider de déposer sa candidature pour la circonscription électorale de Kong. Voilà, pour être le député de Kong. Voilà, comme on dit, il n'a pas chez lui. On dit, bon, tu vois, mais pour être député de Kong, là, ils ont encore rejeté son dossier pour nationalité douteuse. C'est-à-dire, Tia Kone a réitéré les mêmes choses qu'il a dit. Voilà, merci beaucoup. Ça, c'était en décembre 2000. Voilà, en décembre 2000. Donc, la candidature d'Alassane Ouattara est rejetée. Et sur la base de ce rejet, le RDR va se réunir et décider, comme ce que le PPACI a fait cette année-là, de ne pas participer aux élections en solidarité avec son président, Alassane Ouattara. Voici les faits, voici l'histoire. Donc, le RDR ne participera pas. Le FPI va raser toute la majorité. Il ira quand même aux élections. Et puis après, il y a une deuxième élection qui va arriver où le RDR va tirer les conséquences pour dire que la nature a horreur du vide et le président Ouattara reconnaîtra plus tard que ce fut une erreur de la part du RDR. Oui, comment ça va, Abaka? Ce serait une erreur de la part du RDR de ne pas participer aux élections. Donc, ils sont partis au municipal et le RDR, voilà, le FPI a eu 96 députés. OK? Le PDCI a eu 94, effectivement. Merci beaucoup, Club des Petits. Voici des gens qui connaissent l'histoire. Voilà, donc il y a une majorité. Effectivement, c'était une majorité relative, mais c'est eux qui auront la présidence du PDCI. Parce qu'avec 96 députés, ils avaient la majorité avec les indépendants pour pouvoir diriger. Donc, depuis la sortie de Blé Goudé, on voit maintenant que c'est Gbagbo et Soro qui ont déjà gagné. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est des histoires que vous racontez. Ça, c'est des bêtises. Vous pouvez pas convaincre les gens de ça. Donc, voilà un peu l'histoire. Donc, le RDR va raser les mairies. Voilà, les mairies. Et le FPI va qualifier le RDR d'être un parti citadin. Que les mairies qu'on a eues, c'est dans les villes. Donc, nos militants, les militants du RDR sont concentrés dans les villes. Voilà. Voilà. Mais vous dites que le PDC était majoritaire. Pourquoi c'est Mamadou Koulibaly qui devient le président de l'Assemblée nationale? Monsieur Bolé Médico. Pourquoi? Donc, voilà un peu l'histoire que je vous explique. Maintenant, après les élections municipales, une discussion va s'engager entre le RDR et le FPI. Donc, le RDR décidera finalement de rentrer au gouvernement. Donc, le pays, on dit, bon, écoute, le président Ouattara a fini par reconnaître le gouvernement du président Gbagbo, parce qu'au départ, il ne le reconnaissait pas. Il demandait la reprise des élections. Maintenant, après le municipal, il est arrivé à l'accord. Parce que même pour les municipales aussi, le RDA a perdu beaucoup les législatives, parce que le RDA a choisi le boycott actif. Et ce boycott actif aussi, là, c'est soldé par un massacre. Voilà, ça, c'est des faits historiques. Voilà. Donc, finalement, le RDA avec Alassane Ouattara décideront de rentrer au gouvernement. Et quand il rentre au gouvernement, Zemogo Koulibaly sera choisi par le RDA pour occuper le ministère de l'Intérieur. Et puis, Amadou Soumaoro, père son âme, ancien président de l'Assemblée nationale, va être ministre du Commerce. Okay? Kandia Kamara devait être ministre de la promotion de la famille et des femmes. Quand Mme Simone Gbagbo, oui, Zemoko Fofana, oui, c'est ça, c'est Zemoko Fofana. Kandia Kamara, ok? Ok? Kandia Kamara avait été choisi pour occuper, par Alassane Ouattara, pour occuper le portefeuille de la famille. Mais Mme Simone Gbagbo va s'opposer à cette nomination. Parce que il y a un précédent entre eux qui s'est passé lors de l'écriture de la nouvelle constitution qu'on appelait CCCE, quand ils étaient dans les sous-commissions. Le FPI, à l'époque, les partisans du président Gbagbo avaient voulu qu'on mette dans la constitution, okay, que la première dame du pays doit être noire. C'est-à-dire tout ça, les gens ont voulu constitutionnaliser, c'est-à-dire constitutionnaliser l'exclusion d'Alassane Ouattara. Parce qu'on savait qu'à l'époque, le seul qui avait une épouse blanche, c'était Alassane Ouattara. Donc, dans les sous-commissions où on écrivait la constitution, là, le camp Gbagbo va proposer que l'épouse du président de la... C'est-à-dire quand tu es candidat, tu veux être candidat, là, ta femme, là, elle doit être ivoirienne. Elle doit être ivoirienne, t'es noire. Or, la femme d'Alassane Ouattara était blanche. Donc, il y a un grand débat. Merci beaucoup, Sempre Côte d'Ivoire, qui vous demande de tapoter un live intéressant comme ça. Vous êtes en train de... Ne me regardez pas seulement.
écoutez-moi, et puis profitez pour tapoter. On a 6300 tapotements. C'est pas normal, un live sucré comme ça. Sinon, si vous voulez, j'arrête pour aujourd'hui. Et puis, on va faire la deuxième partie prochainement. On va faire 2 problématiques. Sinon, c'est pas compliqué de tapoter. Voilà, ne dormez pas. Merci beaucoup. Voilà, je vous vois maintenant que vous êtes en train de tapoter. C'est pas normal qu'on soit à 6800 tapotements. Un live intéressant. Nous sommes en train de vous faire replonger dans l'histoire. Donc, voici les faits. Voici l'histoire. Voici l'histoire. Donc, dans les sous-commissaires, on dit de mettre dans la Constitution que la femme du président, c'est ce que je suis en train de dire là, allez-y demander à Kandia Camara, elle est présidente aujourd'hui du Sénat. Est-ce que ce que Parigo dit là, c'est faux? Elle va vous dire. On dit, la femme du président, là, elle doit être blanche. Elle ne doit pas être blanche. Elle doit être ivoirienne. Ils ont voulu, donc, il y a un tollé qui s'est engagé entre eux là. Simon et puis Kandia, là, ils se sont insultés. Donc, Mme Simon n'a pas oublié ça. Donc, elle s'est opposée, elle dit, elle ne rentre pas au gouvernement. Donc, Gbagbo a dit à Alassane de lui envoyer une autre carte. Voilà comment Jeanne Pémon, qui était l'adjointe de Kandia Camara, parce qu'elle était la présidente du RFR, du Rassemblement des femmes républicaines. Voilà comment Jeanne Pémon va être désignée pour remplacer Kandia Camara au ministère de la Famille et des Femmes. Bon, c'est dans ça, les gens sont dans le gouvernement. Hein? Oui, Simone était députée d'Abobo. Oui, elle était députée d'Abobo. Mais c'est quand Gbagbo était au pouvoir qu'elle était députée d'Abobo. Voilà. Voilà, elle était députée d'Abobo sous Gbagbo. Voilà. Sinon, au temps de Bédié, elle n'était pas députée d'Abobo. Voilà, ça c'est important qu'on rappelle ces faits historiques. Donc, voilà un peu l'histoire. Voilà un peu l'histoire. Et c'est dans ça que nous sommes restés. Et puis, le 19 septembre, l'atmosphère, l'environnement au pays était vraiment morose. C'était désagréable. Voilà. Et puis un matin, un 19 septembre, les gens ont commencé à tirer des coups de feu. Voici l'histoire. Maintenant, ceux qui vont venir faire les déclarations, ce sont les mêmes militaires qui ont fait le 24 décembre 1999. Mais le Burkina Faso, qui abritait ces anciens militaires ivoiriens, qui avaient fui la purge, ce pas des gens qui ont quitté l'armée parce qu'ils voulaient quitter l'armée. OK? Qui ont quitté l'armée parce que, monsieur Toukoko, moi, je n'ai pas dit, OK? Je n'ai pas dit que la Côte d'Ivoire avait raison de dire que la première dame doit être noire, elle doit être blanche. Je n'ai pas dit que ce n'est pas normal. C'est pas ce que j'ai dit. Je suis en train de vous restituer les faits historiques. Voilà, moi je ne suis pas là pour justifier. Si le Gabon a mis ça dans sa constitution, là, mais si les Gabonais sont d'accord avec ça, mais ça c'est le droit des Gabonais. Même si ça passait aussi là, que les Ivoiriens avaient fini par adopter. Parce que n'oubliez pas que le général Robert Gueye, qui était candidat là, son épouse Rose Doudou là, elle n'est pas ivoirienne, elle est sénégalaise. Rose Doudou était sénégalaise. Donc en faisant passer cette loi là, Gueye même qui avait des ambitions pour être président de la République, n'allait pas pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. Donc, naturellement, c'est une loi qui n'allait pas passer. Donc, moi, je ne suis pas en train de dire que ce n'était pas normal. Je suis en train de restituer des faits historiques. Après, je donnerai mon avis à la fin de ma conférence que je suis en train de faire avec vous. Donc, je veux que vous m'écoutez avec votre esprit, ne m'écoutez pas avec émotion. Voilà, parce que si vous m'écoutez avec émotion, ça va faire que vous n'allez rien comprendre dans tout ce que je suis en train de dire. Voilà, moi, je vais vous enseigner. Parce que je vois beaucoup de gens sur Internet, ceux qui connaissent ce point chuté. Mais moi, je viens m'asseoir là pour vous parler de votre histoire, de notre histoire. Ça, c'est important. Voilà, ça, c'est important. C'est ce que Maman Fata et Kimia m'ont demandé que je devais faire maintenant pour développer des thématiques. Donc, j'ai commencé par ce thème-là aujourd'hui. Retracer les faits historiques. Là, quand vous allez vous réveiller demain matin, si vous avez une conscience, parce que la politique, là, il faut avoir une conscience politique, il faut avoir une conscience culturelle, il faut avoir une conscience économique. OK? Il faut avoir une conscience patriotique. Mais si tu ne fais pas les choses avec la conscience, tout ce que tu vas faire, c'est vouer à l'échec. Donc, je restitue des faits historiques. Et après, je donnerai la parole aux gens qui veulent interagir, qui n'ont pas compris, ainsi de suite. Oui, et la conscience historique. Voilà. Il faut aussi avoir la conscience historique, c'est important. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je ne cherche pas à prendre position quand je fais un rendu. Je vous restitue des faits historiques. Voilà. Et ça, c'est important. Donc, je reviens à dire que voilà ce qui s'est passé. Et après, le président Gbagbo, après, décide. Parce que le forum va se faire. Mais à quel moment le forum de la réconciliation se fait? Est-ce au moment où le RD est au gouvernement? Non. Ce n'est pas au moment où le RD est au gouvernement qu'on fait un forum de la réconciliation.
c'est le président Laurent Gbagbo, à sa prise du pouvoir, décide d'organiser un forum de la réconciliation. En ce moment, le RDR n'était pas encore entré au gouvernement. Et quand le président Gbagbo organise le forum de la réconciliation, il décide de prendre l'ancien premier ministre de Leman Diarra pour être le président du forum. On donnera la parole à toute la Côte d'Ivoire. Chacun va défiler. C'était en 2001 que le forum a eu lieu. Or, la rébellion a eu lieu en 2002. Et donc, quand le forum a lieu, chacun prend la parole, chacun vient s'exprimer. En ce moment, le président Ouattara était en exil. Il était en exil. Et Bleu Goudé même viendra se plaindre pour dire, mais quelqu'un pour qui on organise tout ça, pendant que nous sommes en train de parler, il a assis, Alassane Ouattara a assis dans les bureaux feutrés en Europe. Pourquoi il ne vient pas? Et le forum, merci beaucoup, le forum de la réconciliation a duré pendant 4 mois. Et merci, Club des Petits. Voici des gens. Donc ça veut dire que je ne parle pas au hasard. Et c'est au forum de la réconciliation que le président Ouattara va venir, nous parler de sa nationalité, qui avait cristallisé le débat. Et donc, je vais vous faire passer ça. OK? Voilà. Je vais vous faire passer cette vidéo-là. Hein? Voilà. Voilà, parce que les enfants d'aujourd'hui, là, vous parlez. Hein? Hein? Voilà. Voilà. Je vais vous faire passer un extrait. Franchement, pourquoi personne n'en parle? C'est un des trucs les plus pratiques que Tapotez, j'ai les gars. pour voyager, surtout quand je sors de l'Europe. Ça s'appelle une... Vous avez devant vous Alassane Ouattara. Qui suis-je? Je suis né le 1er janvier 1942 à Dimokro, comme l'atteste mon acte de naissance. La déclaration de naissance établie à l'époque par le médecin capitaine Bergogneau peut être consultée à tout moment et en toute liberté à Dimokro. Mon père s'appelait Draman Ouattara et ma mère ici présente s'appelle Nadintou Ouattara, née Cissé, et on l'appelait à Dimokro Ouattara Mousso, c'est-à-dire la femme du vieux Draman Ouattara. Mon père, Draman Ouattara, est ivoirien. Il est de Congo, en Côte d'Ivoire. Mon père a eu à exercer à Saint-Loup, non loin de la frontière ivoirienne, les fonctions de chef traditionnel de village. Saint-Loup faisait partie de l'ancien empire de Congo, qui couvrait alors une partie de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Ghana. Et c'est vers 1808 que naquit mon père, Draman Ouattara. Vous savez que je parle d'une époque où les frontières n'existaient pas. Nos traditions et les règles de succession dans ces chefferies ignoraient les frontières héritées de la colonisation. C'est ainsi que, conformément aux règles et procédures de succession propres à chaque communauté, mon père, un Ivoirien authentique, descendant de Sékou Ouattara, s'est retrouvé chef à Saint-Loup. Et tenez-vous bien, la première fois que le conseil de famille devait le nommer, il a été calé parce qu'on disait qu'il était ivoirien et qu'il ne pouvait pas accéder à la chefferie à ce titre. Quelqu'un d'autre, un de ses cousins, a été nommé à sa place. 4 mois après, celui-ci malheureusement rendu l'âme et c'est comme ça que mon père donc est devenu chef de village à Saint-Loup. Bien qu'étant chef à Saint-Loup, il n'a jamais cessé d'être ivoirien. À preuve, à chacun de ses passages entre la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire, les autorités frontalières constataient ses allées et venues dans son passeport ivoirien, que voici. Établi donc le 29 mars 1966 à 30 mars 1963 à Abidjan, et donc avec lequel Ça, tu n'es pas venu pour saboter notre live là. Eh, madame, fermez votre micro là. Non, c'est quoi ça? Faut pas faire ça. C'est même pas. Les tampons de la frontière de la Haute-Volta en son temps, pour bien montrer qu'un citoyen ivoirien quittait la Haute-Volta pour se rendre en Côte d'Ivoire. Faut-il encore le rappeler, mon père Draman Ouattara n'a jamais été voltaïque ou burkinabé.
J'en veux aussi pour preuve sa Bon, carte nationale d'identité établie le 20 mars 1963 à Dimokro par le commissaire de police de l'époque. Et allez, tapotez les gars, tapotez, voilà. Parce qu'on m'envoie aussi une restriction. Quand je monte la vidéo là, on m'envoie des restrictions. Voilà, donc je vais contester et vous demander, voilà, de tapoter. Ne dormez pas. Si vous êtes fatigué, on arrête le live d'aujourd'hui et puis on va terminer demain. Ok? Voilà. Donc, vous voyez, moi qui me lève et puis je vais insulter quelqu'un qui est de l'autre côté de la frontière. Le président vient de vous dire son lien avec Sendou. Ok? Ça ne fait pas de lui un Burkinabé. Parce que c'est ce que je vous dis, que les frontières, là, ça c'est les Blancs qui ont tracé ça. Mais nos peuples existent avant ça. Donc, c'est comme quelqu'un qui est de l'autre côté de la frontière de la Côte d'Ivoire, que tu vas trouver à la frontière de la Guinée. C'est comme il y a un village Maou en Guinée qu'on appelle Moribadougou. Si vous arrivez à Moribadougou, là, vous allez voir que ceux qui sont là-bas, ceux qui sont ici, c'est même père, même mère. C'est valable pour le Mali. C'est valable pour le Ghana. C'est valable pour le Libéria. Est-ce que vous voyez? Je vous donne le nom Moribadougou. Voilà, celui qui va arriver un jour à la frontière de la Guinée, demandez où se trouve Moribadougou. C'est un village Maou. Voilà, vous allez trouver les Bambas, les Fadigas, vous allez les trouver là-bas. Ça, on vous rappelle ces faits-là. Parce qu'on est un peu complexe, on est trop complexé. Vous savez, quand on dit lui là, c'est un Guinéen, il a mal. Quand on dit lui là, c'est un Malien, il a mal. Lui là, c'est un Sénégalais, il a mal. Moi là, tout ce que vous voulez là, vous pouvez me dire, moi je prends. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que vous voulez là, vous dites, moi là, je prends. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y en a qui ne savent pas qui ils sont. Ou où ils relont. Vous venez d'écouter le président Ouattara. Lui-même, il est venu à la tribune du Forum de la Réconciliation pour venir expliquer sa nationalité aux gens. Parce que ce débat a divisé la Côte d'Ivoire. Ce débat a cristallisé le débat dans ce pays. Donc, ne soyez pas complexés. C'est Michel Gbagbo est ivoirien. Mais c'est que Hassan Hayek peut être ivoirien. C'est le document national qui prouve la nationalité de quelqu'un. Maintenant, si tu estimes que quelqu'un n'a pas la nationalité, tu l'envoies au tribunal. Le citoyen a ce droit-là. Pour dire, moi, monsieur le procureur, parce que c'est le procureur seul qui est compétent, a dit, je conteste la nationalité de celui-ci. Ça, moi, je vous rappelle ces faits-là. Pour que ceux qui se lèvent chaque jour pour insulter les Burkinabés, pour insulter les Maliens, pour insulter les Guinéens, vous ne savez même pas qui vous êtes. Vous ne savez pas d'où vous venez. Vous ne connaissez même pas votre propre histoire. Vous ne savez même pas la marche qu'on a eue. Vous ne savez même pas d'où on vient. Hein? Vous ne savez même pas ça. D'où on vient. Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous ne savez même pas. Parce qu'on est arrivé au pouvoir, on doit marcher sur tous nos sacrifices. On doit marcher sur toutes les valeurs sur lesquelles on s'est battu dans ce pays-là. On doit marcher dessus. Donc, c'est le président Ouattara. Je vais le laisser, il va terminer. En 1952, comme certains ont pu le faire croire au niveau de notre justice, voici l'original, voici sa carte d'identité. Quant à ma mère, elle est originaire de Béléban, dans le département de Guélé. Elle est née à Dabou, où mon grand-père Ibrahim Cissé a passé une bonne partie de sa vie. J'ai eu la chance d'avoir une mère dont les parents étaient amenés à se déplacer beaucoup hors de Côte d'Ivoire à cause de leurs activités. Ils étaient pour cela obligés d'avoir des documents, des papiers. À titre d'exemple, ma mère m'a remis le passeport de mon grand-père, Ibrahim Cissé, né en 1868 à Bélédan, en Côte d'Ivoire. Passeport que je présente également au directeur. Faire travailler son épargne, même petit à petit, c'est possible. Et ça commence en ligne. Je voulais faire quelques... Mon grand-père maternel est bien ivoirien. Donc Nabintou Cissé, sa fille, qui est donc devenue Nabintou Ouattara par mariage coutumier, est l'épouse de mon père. Figurez-vous que dans la campagne de dénigrement qui avait été orchestrée... Regardez, figurez-vous dans la campagne de dénigrement qui avait été orchestrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président même là, ce que vous faites là, a été victime de ça. Le comportement que vous avez aujourd'hui là, le président lui-même là, il le dit ici. C'est-à-dire, souvenez-vous, dans la campagne de dénigrement. Est-ce que je me fais comprendre? Je continue.
contre moi. On avait prétendu qu'elle n'était pas ma vraie mère. Alors, nous nous sommes volontairement soumis à un test ADN, c'est-à-dire un test qui montre bien que vous êtes issu de quelqu'un. Nous avons donc fait ce test ADN et il est formel. Il confirme sans ambiguïté aucune, bien entendu, que Nabintou Ouattara, né Cissé, est bien ma mère et que je suis bien son fils. Mon père est ivoirien de naissance. Ma mère est ivoirienne de naissance. Mes grands-parents sont ivoiriens de naissance. Mes frères et sœurs sont tous ivoiriens de naissance. Et tous ont leur certificat de nationalité ivoirienne. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, on refuse de m'établir mon certificat de nationalité ivoirienne. Alors que nous connaissons le code de la nationalité, est ivoirien toute personne née d'un parent ivoirien. J'ai été accusé de... Très bien. Vous l'avez entendu. Ses adversaires ont prétendu que sa mère n'était pas sa mère. Et que lui-même, il s'est soumis volontairement à un test ADN avec ses frères et sœurs. Et le test ADN a prouvé que sa mère est sa mère, que ses frères-là sont ses frères et qu'il est le fils de son père. Quelqu'un qui a souffert de ça dans ce pays, est-ce que, sous sa gouvernance-là, vous pouvez accepter de blacklister des gens? Vous pouvez accepter ça? Où est la logique, où est la morale dans l'affaire, au fait? On continue. Un autre complot contre lui. Et là, il dit, tous ses frères ont leur certificat de nationalité. Il avait un grand frère qu'on appelait Gaussou Ouattara, qui était le président de l'association des chefs traditionnels du Nord. Il était député de Kong à l'Assemblée nationale. Tous ses frères, Ibrahim, Rokia, Sita, et tous, ils avaient leur certificat de nationalité. Mais lui, jusqu'à aujourd'hui, on refuse de lui établir un certificat de nationalité. Maintenant, venez me dire, est-ce que le président Ouattara, là, il est ivoirien ou il ne l'est pas? Maintenant, s'il est ivoirien, pourquoi on ne lui établit pas un certificat de nationalité? Maintenant, si lui, il en a souffert, est-ce que vous, ces partisans-là, vous pouvez permettre qu'on dise à des gens dans ce pays-là qui ne sont pas ivoiriens? Vous pouvez permettre ça? Est-ce que vous pouvez permettre ça? Non. Ce discours-là, les gars peuvent tenir ça parce que c'est leur tasse de thé. Le PDC peut tenir ça, c'est leur tasse de thé. Mais ce n'est pas celui qui se reconnaît en Alassane Ouattara. C'est pourquoi je dis, l'esprit RDR là, a été enterré il y a longtemps. La mémoire du RDR, là, du combat du RDR là, a été enterré il y a longtemps. C'est pourquoi tous ceux qui ont souffert pour le RDR, là, il n'y a pas un que tu peux lever la main aujourd'hui pour dire, lui, là, on peut compter sur lui. Il n'y a pas un. Même dans les régions, dans les communes, dans les villages, là, le combat d'Alassane aujourd'hui, le pouvoir d'Alassane aujourd'hui, là, n'est pas dans la main de ceux qui ont souffert pour qu'Alassane soit là. Ça est dans la main de ceux qui nous ont combattus hier. Ça, là, c'est factuel. Ce n'est pas du dénigrement, c'est pour rappeler des faits historiques. Donc, je peux même comprendre des gars même qui criminalisent même les rebelles, mais le partisan d'Alassane Ouattara. C'est-à-dire, les faits qu'il rappelle ici, là, il y a eu ça dans ce pays, où on lui refuse à lui seul d'avoir un certificat de nationalité. Et quand le petit juge de, c'est comme ça on l'appelait, le petit juge de Dimbokro, ce juge rebelle, qui a décidé de délivrer à Alassane, c'est Zoro Bibalo, hein, je vous cite son nom, hein, Zoro Bibalo. Il a été le juge le plus courageux, et je pense qu'à l'époque, il a même été sanctionné pour avoir délivré un certificat de nationalité parce que le ministère de la Justice avait donné des instructions claires. Et Fologo a dit, Bombay a dit, même s'il envoie 100 certificats de nationalité là, il n'est pas ivoirien, ils vont invalider. Il y a eu ça dans ce pays. C'est factuel. Il y a eu ça dans ce pays. Mesdames et messieurs, il y a eu ça ici. Donc quand on rappelle ça, c'est pour que les gens se remémorisent, se rappellent d'où on vient. C'est très important. On va continuer de l'écouter. Sur mes cartes nationales d'identité de 82 et de 90. Les autorités politiques d'alors qui ont porté ces graves accusations ont ouvert même une information judiciaire à mon encontre. J'en ai souffert parce que je voyais là une attaque contre mon intégrité et mon honnêteté. Alors que j'ai bâti, c'est-à-dire un test qui montre bien que vous êtes issu de quelqu'un. Nous avons donc fait ce test ADN et il est formel. Il confirme sans ambiguïté aucune, bien entendu, que Nabintou Ouattara, né Cissé,
est bien ma mère et que je suis bien son fils. Mon père est ivoirien de naissance. Ma mère est ivoirienne de naissance. Mes grands-parents sont ivoiriens de naissance. Mes frères et sœurs sont tous ivoiriens de naissance. Et tous ont leur certificat de nationalité ivoirienne. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, on refuse de m'établir mon certificat de nationalité ivoirienne. Alors que nous connaissons le code de la nationalité, est ivoirien toute personne née d'un parent ivoirien. J'ai été accusé de faux sur mes cartes nationales d'identité de 82 et de 90. Les autorités politiques d'alors qui ont porté ces graves accusations ont ouvert même une information judiciaire à mon encontre. J'en ai souffert parce que je voyais là une attaque contre mon intégrité et mon honnêteté. Alors que j'ai bâti toute ma carrière précisément sur mon intégrité et mon honnêteté. En 1982, alors qu'on n'avait aucun intérêt à douter. Vous avez vu, il dit les autorités d'alors, ça c'est Henri Konan Bédié, ils ont trouvé qu'il a fait du faux, qu'il aurait fait du faux. Donc ils ont ouvert une information judiciaire contre lui pour faux usage du faux, qui s'est soldé par un mandat d'arrêt international. Ça c'est des faits, c'est factuel. C'est pas une histoire qu'on raconte, c'est pas un film, c'est des faits. Ok, voilà, on continue. Ma nationalité. Ma carte d'identité m'avait été établie normalement au commissariat de Marcory au vu des pièces exigées. J'avais égaré cette carte. J'ai tout naturellement fait établir une autre carte d'identité. Donc voilà, on me dit, vous avez une carte de 82 qui dit ceci, une carte de 90 qui dit cela. La pure machination. Et la même chose pour mon acte de mariage. Que certaines personnes, sur instruction de qui je ne pourrais vous le dire, sont allées retirer du tribunal à Philadelphie. Ils ont mis du blanco sur certaines parties, qu'ils ont photocopié et que des avocats sont venus présenter à la télévision nationale comme étant l'original de mon acte. Aujourd'hui, je suis quasiment autonome. Ok. Je chauffe au bois, je récupère mon eau. Pour Ah, nourrir mais ma il y famille, a ça se passe une au pause potage sur le au ticket. mariage. Et bien sûr, les médias d'État ont été utilisés, instrumentalisés pour dire que ceci était cela, rien que des mensonges. Ils savent bien, ceux qui le font, que je suis ivoirien, et ils savent bien que je suis ivoirien à titre exclusif, et ils savent bien que juridiquement, je ne me suis jamais prévalu d'une autre nationalité. Je parlerai maintenant de mon cursus scolaire et ma carrière. J'ai commencé l'école primaire à Dimokro et ensuite, j'ai suivi mon père à Saint-Loup. Après mes études secondaires, sanctionnées par le baccalauréat en 1962 à Ouagadougou, j'ai bénéficié d'une bourse américaine. La question que se posent souvent les personnes sceptiques est la suivante. S'il n'est pas voltaïque, comment a-t-il pu bénéficier d'une bourse au titre de la haute volta? La réponse est simple. Les bourses offertes pour effectuer des études à l'extérieur d'un pays étaient attachées à cette époque au territoire et non à la nationalité du bénéficiaire. Ainsi, ils sont légion des ressortissants des pays voisins qui ont fait leurs études avec des bourses étrangères offertes à la Côte d'Ivoire. On ne choisit pas forcément dans une classe, ou on ne choisissait pas forcément dans une classe ou dans un établissement scolaire des personnes de la nationalité du pays, mais les meilleurs élèves, même s'ils n'étaient pas des nationaux de ce pays. À leur lieu de destination, c'est-à-dire dans mon cas aux États-Unis, ces élèves sont classés automatiquement dans le contingent du pays de départ. Voici donc comment mon histoire voltaïque a commencé. Beaucoup de personnes qui sont dans une situation similaire sont aujourd'hui établies dans leur pays d'origine, et tel est mon cas. Comme économiste, j'ai commencé ma carrière professionnelle au FMI. Cela a été une expérience enrichissante, puisque j'ai eu l'occasion ainsi de visiter de nombreux pays et de m'enrichir de multiples expériences à travers le monde. J'ai été heureux d'avoir été recruté quelques années plus tard à la BCEAO, dont le siège était alors à Paris, car cela me donnait l'occasion de travailler enfin pour mon pays. C'est à Dakar, dans le cadre d'un accord entre les autorités voltaïques d'alors et le président Houphouët-Boigny, que j'ai été nommé en 1982 vice-gouverneur de la BCEAO, poste normalement dévolu au Burkina Faso. Le président Houphouët avait certainement ses raisons. Mais dès que le président Sankara put accéder au pouvoir à Haute-Volta,
Il exigea que je sois remplacé par un Burkinabé, ce qui a été fait. Dans l'exercice de mes fonctions à la BCEAO, un passeport diplomatique m'a été délivré par la Haute-Volta. Tout le monde sait que le passeport diplomatique n'est pas une pièce d'identité. Il peut être délivré par un État souverain à des étrangers dans l'exercice d'une fonction. On me reproche d'avoir utilisé le passeport diplomatique voltaïque pour établir les actes notariés d'achat de biens immobiliers et une fiche d'ouverture de compte bancaire. Demandez à n'importe quel juriste. Il vous expliquera que ces actes sont de nature purement commerciale et n'ont donc pas pour effet d'établir une nationalité. Et c'est cela la vérité. C'est le lieu de préciser que tout en étant détenteur d'un passeport diplomatique de la Haute-Volta, jamais je n'ai travaillé dans la fonction publique burkinabé, jamais je n'ai travaillé dans le secteur privé en Haute-Volta. Et cela peut être vérifié pour quelqu'un qu'on traite de burkinabé. Pour compléter cette présentation, j'ai occupé les fonctions de directeur Afrique du Fonds monétaire international de 1984 à 1988. Mon retour dans cette institution s'est fait après consultation, non pas des autorités burkinabées en 1984, mais du président Félix Houphouët-Boigny, que j'étais allé voir à sa résidence à Masran en septembre 1984. Il était heureux donc de cela et il a demandé au ministre Aké Siméon de me faire établir un passeport diplomatique compte tenu de l'importance de cette fonction. Et voici également ce passeport diplomatique. Ok. Ça, c'est... Je pense que tout ce qu'on avait besoin, voilà, tout est expliqué. Maintenant, quand le président Ouattara a fini ça, Kanigui Soro va venir parler, il va venir dénoncer. Quelques jours plus tard, il va être récupéré au campus de Cocody. C'est un handicapé. Hein. Il va être bastonné proprement pour avoir courageusement pris la parole au Forum de la Réconciliation. Mais là, le président Gbagbo va venir clore. Il va venir boucler la boucle. Et il va dire ceci. Vous avez devant vous Alassane Ouattara. Non, attendez. J'ai envoyé la partie du président Gbagbo. Voilà. Voilà. Livre 1, La République tourmentée. L'histoire moderne de ce pays commence avec Félix. Depuis 1987, j'ai toujours préconisé par écrit la voie de la transition pacifique et de l'alternance démocratique. Le coup d'État du 24 décembre 1999 doit donc être condamné. Il en va de même pour tous les autres coups d'État. Mais surtout, il nous faut prévenir tous ceux qui croient qu'ils peuvent se servir du raccourci des coups d'État en lieu et place de l'alternance démocratique pour accéder au pouvoir. S'il est de la responsabilité des dirigeants d'éviter les conditions qui conduisent au coup d'État, je salue l'éveil de notre peuple qui saura nous en garder à l'avenir. Les dirigeants politiques doivent comprendre l'aspiration des peuples à la liberté, à la prospérité et à la sécurité. Cette résolution me rappelle simplement qu'il me faut moi-même respecter les règles du jeu établies par la Constitution et me conformer au programme de refondation pour lequel j'ai été élu. Notre Constitution mérite d'être mieux connue. Je reste convaincu, pour ma part, qu'une Constitution correspond toujours à l'histoire d'un pays. Les hommes légifèrent en effet par rapport à ce qu'ils ont vécu ou par rapport à ce qu'ils vivent. Les constituants ivoiriens de juillet 2000 n'ont pas fait autre chose. La modification de la Constitution n'est donc pas à l'ordre du jour. La première résolution du directoire du Forum propose la création d'un comité de juristes dont la mission sera d'harmoniser certaines dispositions de la Constitution en vue d'une meilleure compréhension de la loi fondamentale. Si l'objectif de cette résolution est bien la meilleure compréhension de notre loi fondamentale, en ma qualité de chef d'État, ayant le devoir de veiller au respect de la Constitution, je ne peux que m'en réjouir. C'est pourquoi il me semble qu'au-delà d'un simple comité de juristes, il faut organiser un colloque international regroupant des spécialistes de divers horizons. La question du statut d'ancien chef de l'État ne relève pas de ma seule volonté.
Elle doit être réglée dans le cadre de la loi. Ainsi que je l'ai indiqué dans mon exposé devant le forum, les droits afférents au statut d'ancien chef d'État sont définis par la loi 95-524 du 6 juillet 1995 et par le décret 97-210 du 10 avril 1997. Ces textes se sont révélés inadaptés à la situation actuelle de notre pays. Il nous faut donc tirer les leçons des insuffisances de notre législation en la matière. C'est pourquoi j'entends soumettre à l'Assemblée nationale un nouveau texte prenant en compte les situations actuelles et les nouvelles exigences de la démocratie. Concernant la résolution relative à la nationalité de M. Ouattara, le forum a déjà indiqué la voie à suivre et je n'ai rien à y ajouter. Je note toutefois que ce débat n'a que trop duré. Il n'a fait que du tort à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, j'en appelle à la raison et au centre de la mesure de tous, à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Nous avons tous compris que cette question ne relève pas du président de la République, mais bien du pouvoir judiciaire. Je sais que les procédures judiciaires sont complexes, qu'elles sont longues, et que nos juges sont démunis. Mais en même temps, quand des affaires touchent au domaine politique, je voudrais dire au ministre de la Justice et à tous les magistrats présents que la population a l'impression qu'on retarde les procès parce qu'on veut cacher quelque chose, ou bien parce qu'on veut se cacher. On ne voit plus le dénouement du juge. Le manque d'hommes, on voit le chef de l'État. Je vous en prie, aidez-nous. Aidez-nous en allant vite. Sur le procès du charnier de Bougo, le forum en a parlé. Mais moi, je ne suis pas satisfait. Non pas que des hommes n'aient pas été condamnés, parce que c'est le juge qui décide s'il estime qu'il n'y a pas de charge contre ceux qui étaient dans les box. C'est à lui de les juger en âme et conscience, de les condamner ou de les libérer. Il a libéré. Mais ma conscience d'homme, de combattant de la liberté, de militant des droits humains, ma conscience de celui qui a créé la première organisation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, de celui qui s'est dressé contre toutes les exactions, ne peut pas accepter que toute cette situation reste dans le flou. On ne peut pas accepter de dire, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé, donc allons dormir. On ne peut pas dormir. C'est pourquoi j'ai décidé de commettre ou bien une commission de juges ivoiriens, ou bien une institution judiciaire, mais ça, je discuterai avec les hautes autorités judiciaires du pays pour voir la meilleure forme. Pour que toute l'enquête soit de plus à zéro. Pour que toute l'enquête sur tous les événements, depuis le 24 jusqu'en janvier 2001, toutes les enquêtes soient de plus à zéro. Je ne peux pas me satisfaire des demi-mesures. Je n'ai pas envie de mettre les gens en prison. Là n'est pas le propos. Nous avons convoqué ce forum pour nous pardonner. Mais nous avons dit vérité, repentance et réconciliation. Nous allons pardonner, mais pour pardonner, il faut connaître la vérité. Qui a fait quoi? Qui a tué qui? Qui a donné l'ordre de tirer? Il faut qu'on sache. Il faut qu'on sache. Concernant la sécurité, le directeur du forum a recommandé des mesures urgentes de lutte contre l'insécurité. À la lumière de ces recommandations, je mesure combien le sentiment d'insécurité est profond dans nos sociétés. Bon, Il nous faut marquer. on va pas faire passer tout ça. On va évoluer. Voilà, on va évoluer. Vous avez écouté le président. Il a dit dans le même discours que les résolutions du Forum de la réconciliation ne sont pas. Le Forum de la réconciliation n'est pas un gouvernement bis. Voilà, il appartiendra au gouvernement d'apprécier l'application, voilà, des résolutions. Il a dit aussi que le cas Alassane Ouattara, ok, que ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité, a été introduit dans la Constitution pour régler
le cas Alassane Ouattara. Donc voilà les faits. Et c'est après ce forum-là qu'un gouvernement d'union nationale a été mis en place. Et puis après, la rébellion a éclaté. Maintenant, quels sont ceux qui ont fait la rébellion? Ça, c'est la deuxième partie de la communication. Mais moi, j'aurais souhaité qu'on le fasse en 2 étapes. Voilà. Qu'on le fasse en 2 étapes. Voilà. Et ça, c'est la deuxième partie de la rébellion. Maintenant, la rébellion, là, qu'est-ce qu'ils voulaient? C'était qui? Donc, moi, ce que je vais vous demander, est-ce qu'on peut, demain à 20h, faire la deuxième partie? Voilà. Écrivez en bas. Ou bien, si vous voulez qu'on continue, on continue. Si vous voulez qu'on fasse la deuxième partie demain. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit de faire attention aux acteurs. Voilà. De faire attention aux acteurs que vous allez voir autour du général Robert Gueye. OK? Voilà. Bon, il y a 2 personnes. Il y a une personne qui dit demain, il y a une personne qui dit on continue. Voilà. Steven dit on continue. King dit on continue. Kayaman dit on continue. Belkolabis dit on est là. King Eagle dit on continue. Bon. Donc, ceux qui disent qu'on continue sont plus nombreux. OK? Voilà. Il y a Papouasie qui dit demain. Et Quotient Positif qui dit continue. Voilà. Ahmed du Coca dit on continue. Donc, voilà un peu l'histoire. Mais pendant ce temps aussi, n'oubliez pas de tapoter. Parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas atteint même 30 000 cas. On a 24 000. C'est pas normal. Pour un sujet aussi important. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est que la jeunesse, certains jeunes aujourd'hui, voilà, Meïté et là, Jamadou dit oui pour demain à 20h. Et je pense que ça peut être un peu logique. Ça peut être un peu logique. D'autres ont enregistré. On va laisser les gens, ils vont faire les commentaires. Et puis demain, quand on revient, on montre les acteurs. On vous demande de nous citer quels sont ceux que vous connaissez dans la rébellion, que vous avez connu aussi le 19 septembre 1999 autour du général Robert Gueye. Voilà, c'est important parce que quand on doit faire la restitution des faits historiques pour la mémoire, okay, c'est très important. C'est très, très important. Donc, le sujet est tellement important. Je sais que ceux qui veulent qu'on continue sont nombreux, mais on va tenir compte de l'importance du sujet. Et on va se donner rendez-vous demain à 20h. Je vais faire une annonce demain. Et là, maintenant, on va parler de la rébellion. Mais on va synchroniser. On va prendre les gens qui étaient autour du général Robert Gueye. Et puis, vous allez voir, on va citer aussi les acteurs du 19 septembre. Pour voir si c'est les mêmes acteurs. Ils étaient où? Ils sont quittés où? Qui ils sont? Voilà, ça a aidé les gens. Et moi, je veux qu'on traite ce sujet-là, parce que les thématiques que nous allons maintenant traiter, c'est comme ça qu'on va les traiter. Parce qu'il y a des gens qui parlent avec beaucoup de légèreté de la grave crise que le pays a connue. Donc, je pense qu'on s'est mis d'accord, qu'on se donne rendez-vous demain à partir de 20h pour la deuxième partie, où cette fois-ci, on va aborder, maintenant, le 19 septembre. On va aborder c'était qui les acteurs. Après, on va évoluer. On va parler de Ouagadougou. Les gens parlent de désarmement. Il n'y a pas eu de désarmement. Qu'est-ce qui s'est passé? On va parler de tout ça jusqu'à l'accession du président Alassane Ouattara au pouvoir. Parce que le sujet est très long. On ne peut pas traiter tout dans la même nuit. C'est comme ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est un sujet de 3 jours qu'on vient de traiter. Et pour que les gens puissent mieux comprendre, il faut qu'on prenne partie par partie chaque soir. Le rôle de chaque acteur, c'est ça qu'on appelle la restitution. En tout cas, je dis merci à tous ceux. Et Sila, comme tu es le seul qui est là, je pense que je ne vais pas fermer sans quand même te donner la parole. Voilà. Certains ont commencé, ils sont descendus. Frère, bonsoir. Ouais, comment ça va? Ouais, ça va un peu. Vraiment, aujourd'hui, depuis que tu fais tes vidéos, aujourd'hui là, si tu vois que je suis monté, vraiment, aujourd'hui là, vraiment, je suis trop content. Et j'étais trop apprécié beaucoup. Merci beaucoup. Je viens te dire merci. Merci pour tout ce que tu nous as apporté comme des mauvais souvenirs. Je peux témoigner un peu parce que en ce moment, j'étais encore plus jeune. Mais je vais te dire que vraiment, le FPI a appris beaucoup dans nos jeunesses. Mais les jeunes d'aujourd'hui n'ont qu'à faire un effort, ils n'ont qu'à bien réfléchir. Il ne faut pas que les jeunesses aussi vont partir au cul comme pour nous. Parce qu'aujourd'hui, le temps où la rébellion commençait, moi j'avais 26 ans. Aujourd'hui, j'ai près de 52 ans. Et je travaille toujours. Sinon, en temps normal, là, aujourd'hui, là, je devais préparer ma retraite. Mais tout ce temps-là, le RPI nous a pris ça pour. Bon. Je pense que
chose qu'on appelle Zarazara, je crois. Zarazara, je crois. En fait, on va pas, frère, on va pas rentrer dans le sujet de cette manière-là. Moi, j'essaie de faire une restitution historique. Je ne veux pas rentrer dans ces choses-là. Voilà. On va d'abord faire la restitution Bon, tu historique. m'excuses, mais si tu vois que je suis venu sur ça, c'est parce que tout ce que tu as dit là, je suis ému et puis c'est la vérité. Raison pour laquelle je suis venu sur ça. Sinon, la rébellion même là, comment ça a commencé? Un jour, nous, on était à Bobo. Et puis Zarazara a appelé mon ami. Zarazara a appelé mon ami pour lui. S'il te plaît, on va pas rentrer dans ça aujourd'hui. C'est ce que je viens de te dire. Ok, Voilà, si on doit rentrer dans ça demain, je te dis merci parce que c'est un témoignage que je voulais faire. Merci, Donc, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Ok, à demain. Ok. Oui, Ahmed, on dit Ahmed Krakra. Ah, donc on a compris. Bonsoir. Oui, bonsoir. On a Bonsoir, compris. président. Ouais, comment ça va? Bon, vraiment, comme on est en train de suivre là, par rapport à la restitution des faits, c'est ce qu'on a beaucoup apprécié, parce que l'histoire se veut être racontée dans la chronologie pour faciliter la compréhension aux uns aux autres. Et c'est cette suite-là, logique, qui peut au moins permettre à chacun de donner son appréciation. Peut-être que nos appréciations ou bien nos interprétations des faits peuvent varier, mais les faits en eux-mêmes ne changent pas. Donc franchement, dis merci et que demain, quand nous allons monter, quand nous allons être présents, peut-être qu'on va apporter certaines zones d'ombre pour certaines compréhensions. Je crois pour ma part, le cas Kandia est survenu pendant les accords de Linas Marcoussis. Ce n'était pas pendant la formation du gouvernement d'Union nationale. Le cas Kandia, si j'ai bonne mémoire. Et ce que je voulais rectifier. S'il vous plaît, quand vous dites le cas Kandia, vous dites quoi? Le cas Kandia, proposition pour être ministre, c'était après les accords de Linas Marcoussis. Et non pendant le gouvernement d'Union, c'était Zemmouro et puis je crois Amadou Soumaro qui ont été proposés, mais Kandia ne faisait pas partie de cette liste-là. Voilà, c'était pendant les accords de Marcoussis qu'on est venu avec Kandia et puis elle a été remplacée par l'autre. Voilà, c'est cette restitution-là, je voulais faire, c'est tout. Non, c'est vrai, je suis d'accord. Ça, c'est vrai. Ce que vous avez dit là, ça, c'est vrai. Mais le problème est survenu entre Simone et elle lors de les commissions. Pendant la constitution de la Constitution, avec la dame, la Chiko Chikaya. Il y avait une dame, on l'appelait Chiko Chikaya. C'est elle-même qui est venue avec le fait que la femme du président doit être forcément ivoirienne et ivoirienne même d'origine. Même elle avait parlé d'ivoirienne même de souche, parce qu'à cette période-là, c'est le mot qui passait beaucoup. Ivoirienne de souche et non ivoirienne d'origine, je crois bien. C'est le mot que les uns et les autres employaient. Oui. Avant qu'on y rentre dans le coup et puis le et. En tout cas, merci beaucoup, parce que voilà, vous savez, un débat, c'est aussi ça. Hein. Merci pour la rectification. Merci. Voilà. Non, c'est une partie. Oui, effectivement, la proposition du Kandia, c'était après Linas Marcoussis où il avait été demandé au RDR de proposer. Voilà. Donc, et je pense que c'est à cette période voilà, que ça s'est passé. Voilà. Ça, c'est des faits historiques parce que ça peut arriver à des moments où tu peux oublier. Mais sur toute la ligne, on est en phase. Voilà. En tout cas, merci encore, Ahmed, pour cette. Voilà, s'il y en a, hein, voilà, moi, loin de moi, toute idée de vouloir déformer une virgule de ces faits historiques. Voilà. Ça peut arriver, hein, on n'a pas la science infuse. Voilà, on n'a pas toute la mémoire depuis cette période. Oui. Pendant le forum de la réconciliation aussi, il y a eu l'intervention, si tu peux faire jouer l'intervention du président malien par rapport à l'entente que ces propositions de solutions du forum, ça aussi, ça peut avoir un grand rôle aussi. Le président malien. Il a fait une déclaration historique. Fait une brillante intervention. Une brillante intervention. Oui, Alpha Oumar Konaré. Ouais, c'est lui qui était le président à l'époque. Alpha Oumar Konaré. Ouais, Alpha Oumar Konaré. Ouais, il a fait une intervention très, très capitale à l'époque. Très, très historique. En ces circonstances. Livre 2, la citoyenneté.
En 1990, Houphouët-Boigny, dont la santé décline dangereusement, nomme Alassane Dramane Ouattara Premier ministre. Ouais, Il est Alpha secrètement Ouma convaincu que Konaré. cet homme à la biographie passablement floue ne dérangera pas ses plans pour le choix de son successeur à la tête de l'État. Alors que 15 millions de personnes d'origine et de religions différentes vivaient en harmonie depuis des décennies dans une prospérité économique relative, Ah, ce monsieur-là, c'était un grand intellectuel quand même. crée les conditions d'une explosion sociale et politique qui dure depuis. Donc, voilà, hein, on n'a pas besoin voilà, de revenir forcément hein, sur son intervention. Voilà. En tout cas, il a fait un discours très, très mémorable. Il a proposé des solutions. Ce n'était que des solutions, des propositions. Voilà. Il a fait un discours mémorable au Forum de la Réconciliation. Alpha Ouma Konaré. Voilà, bon, comme on a dit, hein, quand on est fatigué, on est fatigué. Konaré, tac, tac. Forum. Bonsoir, grand frère, je peux parler. Oui, attendez d'abord, monsieur. Ça, c'est l'intervention de Dagrid Diabaté. We teach English online. Of course, we're better than Google Bon, Translate. je ne trouve pas son discours. We En tout teach cas, il a English online. fait Of course, you can join un classes grand without discours à l'époque. On ne va pas traiter tout ça là ce soir. Il avait essayé de jouer, mais c'est Netsoul qui a repris ça dans une chanson. Oui, dans Son une discours. chanson, oui. C'est pour ça que sinon, voilà, ça. Chanson. Tu me dois de la prendre. Je veux la prendre. Avec humilité, sans prétention, vraiment sans prétention aucune. Avec l'autorisation de nos anciens ici présents, de nos aînés qui sont ici, de nos chefs religieux, et bien sûr, avec la grande compréhension et la grande indulgence de notre frère et notre ami Dabou et de tous nos autres amis ici présents. Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de la République du Ghana, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Forum, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs de Côte d'Ivoire, nous éprouvons un réel plaisir à nous trouver aujourd'hui à Abidjan à l'invitation de notre frère Laurent Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. Nous tenons à lui exprimer nos vifs remerciements pour nous avoir conviés à un événement de portée historique inspiré par des valeurs culturelles majeures sur lesquelles reposent les sociétés africaines. En effet, nos peuples dans leur cheminement, à différentes époques, aussi bien à leur propre sein que dans leurs relations de voisinage, ont toujours su opposer le bouclier du dialogue, de l'échange et de la concertation aux interpellations de la passion et de l'incompréhension. Et cela pour que les poutres qui soutiennent l'édifice commun résistent à l'érosion. Monsieur le Président, chers frères et sœurs de Côte d'Ivoire, en venant ici, sur cette terre d'Afrique chargée d'histoire, sur cette terre qui pendant longtemps a renvoyé au monde entier l'image d'un pays en marche vers le progrès, confiant en lui-même, l'image du refuge des valeurs d'hospitalité légendaires, de fraternité vraie et de chaude solidarité. En venant ici, disons-nous, nous vous apportons le salut fraternel, non seulement du peuple malien, mais aussi celui de tous les peuples de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Aujourd'hui, le peuple frère de Côte d'Ivoire, égal à lui-même, a choisi de s'arrêter un moment pour se regarder en face, en se souvenant de ce qu'il a été et en ayant en vue le rôle qu'il est appelé à jouer dans la sous-région
et en Afrique. Chers frères et sœurs de Côte d'Ivoire, en acceptant de vous retrouver dans le cadre d'un forum de réconciliation nationale, vous exprimez fortement votre volonté d'arracher votre pays, notre chère Côte d'Ivoire, à l'emprise de la fatalité et de l'ouvrir à la pérennité à un avenir digne de son histoire et de sa culture. Vous exprimez aussi votre volonté de s'épouiller les démons de la violence et de la haine et de vous tourner vers une paix et de concorde. Normal de la Côte d'Ivoire. Il s'agira moins de déchirer des pages de l'histoire que de les tourner, que d'avancer. Il ne peut pas s'agir d'oublier, mais de pardonner, d'assumer ensemble les erreurs, voire les fautes. Combien vous avez eu raison d'enclencher une telle dynamique, d'engager un tel processus. Jusqu'à cette étape, il ne pourrait s'agir que d'un processus fragile, avec au début des avancées incertaines, quelquefois des reculs, qui finiront à force de foi, de détermination, par être des bons décisifs. Nous sommes dans la salle d'exposition de Multivagons. Voici notre remarque Eco 220. Partout, vous le savez, mieux que moi, Monsieur le Président, en tant qu'historien, partout où l'on s'est montré méprisant dans ses relations, où on a substitué aux règles de l'humilité et de la tolérance, celle de l'arrogance et du rejet de l'autre, le frère, on est allé à l'affrontement sans issue. Les propres enfants du pays ont conduit leur pays à la catastrophe. C'était le Rwanda, le génocide, les bras coupés de Sierra Leone. Cela n'arrive pas aux autres, que Dieu nous en préserve. Mais, cela peut exister derrière des buissons de l'intolérance. La catastrophe arrive vite, quand on n'a pas le courage de se parler, d'échanger, de regarder l'autre, de faire confiance à l'autre, si différent mais si proche, aux voisins si sacrés, aux amis si chers, aux partenaires si nécessaires, quand on se réduit au pouvoir, à la quête du pouvoir. Aux problèmes politiques, il faut de vraies solutions politiques, pas de faux fuyants. Elles peuvent être difficiles à trouver, mais nous devons les trouver ensemble, à coup de concessions, de compromis, conformes à l'état de droit, de compromis démocratiques. Les problèmes politiques mal résolus finissent par prendre des dimensions régionalistes, puis ethniques, puis religieuses, qui conduisent à l'anarchie. Il nous faut aujourd'hui dans tous nos pays un front politique apaisé pour pouvoir bien aborder et résoudre les difficiles situations économiques et sociales. Chers frères et sœurs de Côte d'Ivoire, nous demeurons convaincus que l'ensemble de la société ivoirienne, et singulièrement la classe politique, saura relever le défi. Nous tenons à vous en féliciter vivement et vous apporter le témoignage de notre soutien et de notre solidarité sans faille, de notre disponibilité pleine et entière. Jamais le Mali, encore moins par Dieu, le Mali démocratique n'a été et ne sera un terrain d'hostilité. La sécurité de chacun de nos voisins est notre sécurité. La stabilité de chacun de nos voisins est notre stabilité. Voyez-vous, mes frères et sœurs, le Mali, voyez-vous, mes frères et sœurs, le Mali, c'est un peu de chacun de nos voisins. Le Mali, c'est un peu d'Algérie, c'est un peu de Niger, un peu de Burkina Faso, un peu de Côte d'Ivoire, un peu de Guinée, un peu de Sénégal, un peu de Mauritanie et un peu d'autres encore. Le Mali se lie aussi dans chacun de nos voisins. Il n'est pas nécessaire de rappeler ici que les peuples de Côte d'Ivoire et du Mali et d'autres peuples ont entretenu des relations séculaires d'amitié et de fraternité. Souvenir de structures étatiques passées, de migrations multiples que vous avez su bien décrire, Monsieur le Président, à travers ces contrées pluriethniques, de ces contrées si riches de leur pluralisme et de leurs différences. Souvenir d'engagements communs, de luttes communes, de sacrifices communs au sein du Rassemblement démocratique africain, RDA. Souvenir inaltérable du Dieu, de notre faux-feuille à tous, malgré tout, si présent aujourd'hui dans cette salle et si présent auprès de nous aujourd'hui. Plus de choses nous unissent qui ne nous séparent.
Nous avons bâti là-bas et ici, ensemble, ici et là-bas, ensemble. Nous devons tenir encore ensemble aujourd'hui, nourris du passé, fort des rencontres intercommunautaires, adossés à l'état de droit, à la quête de nouvelles citoyennetés plus larges, fruit de nos choix d'intégration. Camarades, nos peuples n'ont d'autre choix. Ah ouais. Et après ce discours-là, il y a eu la guerre. Tout ce qu'il dit là. Que de bâtir le présent et l'avenir qui leur sont communs sur des fondements inaltérables. Ouais, général Konaté, comment ça va? La patine du temps et l'usure de l'histoire. Monsieur le Président de la Côte d'Ivoire, Président de tous les Ivoiriens et de toutes les Ivoiriennes, de tous les Africains et de tous les étrangers qui vous sont confiés, Monsieur le Président, nous sommes convaincus que le peuple de Côte d'Ivoire saura cicatriser ses blessures, surmonter toutes ces dissensions et poursuivre sa marche altière, celle d'un grand peuple, d'une grande nation, vers le progrès social, économique et culturel. Cette perspective nous réjouit profondément. Elle fera honneur à la Côte d'Ivoire, à tous les fils, à toutes les filles de ce pays, à la sous-région, à l'Afrique, si bien représentée aujourd'hui par notre frère ici. Elle nous fera donc dignes des Félix Houphouët-Boigny, des Mamadou Konaté, des Ouezin Koulibaly, des Modibo Keïta, des Kabore Zenda, des Diaka Boda et j'en passe. Et cette Côte d'Ivoire, notre Côte d'Ivoire, elle demeurera pour l'éternité au rythme du salut à la terre d'espérance, au pays de l'hospitalité, dont les légions remplies de vaillance ont relevé la totalité. Bien sûr, à la suite du grand chanteur, au rythme de la vitanaise, vous me le permettrez, des fils, chère Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés et pour ta gloire, te bâtirons dans le bonheur. Chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Et si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Et je note la patrie de la vraie fraternité, dans la vérité, dans la tolérance, dans la solidarité, la patrie de la vraie fraternité, dans la vérité, dans la tolérance, dans la solidarité. Nous souhaitons plein succès aux travaux du Forum de réconciliation nationale. Que Dieu préserve la Côte d'Ivoire et ses voisins dans une Afrique responsable et prospère. Que Dieu nous assiste. Je vous remercie. Voilà. Est-ce que vous avez entendu ce discours élogieux et historique tenu par un homme qui n'est plus de ce monde, l'ancien président malien, Alpha Oumar Konaré, qui a été succédé par Amadou Toumani Touré? Cet homme-là a fait ce discours et il a repris en chœur dans son discours l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Vous avez entendu les Ivoiriens scander dans la salle, toutes tendances confondues. C'était l'ouverture du Forum de la réconciliation nationale. Mais les Ivoiriens n'ont rien compris. Après, il y a eu la rébellion le 19 septembre 2002. C'est pourquoi on ne peut pas traiter le dossier de la rébellion avec beaucoup de légèreté, parce que c'est la plus grave crise que la Côte d'Ivoire a connue. La plus grave. Après ce forum-là, après ce discours-là, ça ne nous a pas empêché d'aller à la guerre. Donc, demain, on va en parler. On se donne rendez-vous à 20 h. Demain, je vais faire une petite vidéo pour mettre en ligne, pour informer les gens. Voilà, pour qu'on soit tous au rendez-vous. Merci à tous ceux qui ont tapoté, qui sont restés du début jusqu'à la fin. Je vois mon ami Jack qui est là depuis. Voilà, donc je salue tout le monde. Tchoni 225, Berthe, Dolce, le roi du Nord. Voilà, tout cela. Ramzi, Yeo la réussite originale, Watt 89, Sagesse 700, Fofana Gaussou, Victoire Absolue, Kadiams, Abloqué, Étienne Vitonji, Papillon, Uzer, Mamadou Sanogo, Fidèle, Sissé, Bassinga, Gassinga, Alasco, Côte d'Ivoire, La Star, Ibrahim 72, Doussou Chérif, Edmond Touré, Somado, Armoulaye, Kanté, ah, je ne pourrais pas citer tout le monde. Ah bon, je vais faire l'effort, voilà, pour ne pas créer de frustrés. Youssouf Kone, Sila Magré,
Beyi Gazé. Après, il y a Sekou Doumbia. Ouais, j'arrive. Et puis, Youssouf Kone, Cornelius Zoum, Fanta Dosso, l'héritier, Afrique 225, Benito Le Sage, Waraba Fani, Mohamed Zerbo, Aliou Kanté et puis Navasip. Voilà. Donc, merci à tous pour votre présence et puis on se donne rendez-vous demain. Merci.